Eh bien, bonjour tout le monde. Merci d'être venu, c'est gentil. D'abord, nous voudrions remercier les vivants de nous accueillir aujourd'hui, de nous laisser la salle, enfin de laisser la librairie avec une super sélection de livres en bas sur le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Merci les vivants. Voilà, on peut applaudir les vivants. Merci Sébastien. Nous, je ne parle pas de moi là, avec un nous de majesté, je suis Marine, je fais partie du collectif Le Havre des Luttes, qui est un collectif né au mois de juin dernier, qui est un collectif de lutte contre les inégalités, qui veut créer des espaces de réflexion sur des sujets politiques, avec aussi comme argument qu'il est urgent de prendre le temps aujourd'hui, donc de réfléchir ensemble à la société dans laquelle on vit. Voilà. Dans ce cadre-là, nous avons déjà fait des conférences, une conférence notamment sur la Palestine, de quoi la Palestine tel le nom, avec Alain Grèche et Tzedek au mois de décembre au Hangar Zéro. Avec Bernard Friot la même semaine, mois de décembre, sur son projet sur les retraites et de manière générale sur le projet de Bernard Friot qui est sociologue, voilà, qui était à la CGT Harfleur. Nous avons aussi fait des foires aux questions avec la Poudrière, association LGBTQI du Havre, sur la transidentité dans le cadre du TIDOR au mois de novembre. Le TIDOR, c'est la journée de célébration, entre guillemets célébration, mais de mémoire pour les personnes trans qui ont été tuées ou qui sont mortes. Donc voilà, c'était au Tetris. Et nous avons fait aussi un ciné-débat autour du film Parasito Studio, des cafés politiques, voilà. Donc plein de choses que nous avons faites, plein de choses que nous allons faire. Et c'est dans ce cadre-là que je dis les sous. Désolée, j'aborde la question tout de suite. Vous voyez des superbes affiches avec marqué « Soutenez-nous » derrière avec un QR code. Nous sommes en train de faire une collecte de dons pour justement pouvoir faire plein d'événements comme ça. Donc, pour payer du matériel, ce matériel-là par exemple. Et puis les intervenants qui nous font la gentillesse de venir, dont Sarah aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, et nous ferons tourner sûrement un petit chapeau aussi. Voilà. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Nous avons aussi une chaîne YouTube. Vous voyez là, il y a des caméras aujourd'hui, donc c'est filmé. Nous voulons aussi, on a déjà mis la conférence d'Alain Grèche et de Tzedek sur notre chaîne YouTube. Celle de Bernard Friot va arriver et celle-ci fera aussi partie de notre chaîne YouTube. Donc suivez-nous sur les réseaux, abonnez-vous, activez la petite cloche. Voilà. Donc maintenant, nous allons commencer sur la conférence d'aujourd'hui. Alors, le nombre de Palestiniens tués pendant la guerre à Gaza a dépassé aujourd'hui les 28 000 morts, selon le ministère de la Santé à Gaza, dirigé par le Hamas. Des chiffres sûrement en deçà de la réalité, car ils ne comptent pas les personnes encore ensevelies sous les décombres. Avec une aide humanitaire bloquée, la famine guette aussi. Un quart des habitants de Gaza sont affamés, sans compter l'accès à l'eau potable, l'insalubrité et la destruction du système hospitalier. Cette nuit, 2 frappes aériennes israéliennes ont eu lieu à Rafah, où se trouvent 1,4 million de Palestiniens aujourd'hui. Le ministre israélien de la Défense a déclaré que le pays planifiait l'invasion terrestre de Rafah, après avoir fait évacuer les civils. Pour reprendre les mots du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, où seront-ils évacués? Sur la Lune? Un drame se déroule en ce moment même. Pourtant, selon un décompte du site Arrêt sur Image, depuis le 4 février, les 46 JT de TF1 et France 2, le sort des habitants de Gaza n'ont été évoqués
que 5 minutes, et seulement sur France 2. Un silence assourdissant, alors que le 26 janvier, la Cour internationale de justice a ordonné à Israël de prendre des mesures conservatoires visant à protéger le peuple palestinien d'un, je cite, risque réel et imminent d'un préjudice irréparable, reconnaissant un risque plausible de génocide par l'État d'Israël. C'est dans ce contexte terrible que nous tenons aujourd'hui cette rencontre avec Sarah Grira, rédactrice en chef d'Orient 21. Donc merci Sarah de venir aujourd'hui au bout du monde, Le Havre. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet essentiel, celui de l'industrie militaire et de surveillance israélienne et de l'utilisation de la Palestine comme laboratoire et terrain d'expérimentation. Mi-novembre, alors que le nombre de morts était déjà conséquent, le salon Millipol, consacré à la sécurité intérieure des États, a accueilli 52 exposants israéliens, dont Briefcam, que le média d'investigation Disclose a épinglé pour avoir fourni à la police française ces 8 dernières années son logiciel de reconnaissance faciale. Or, la vidéosurveillance algorithmique ne pouvait pas être utilisée légalement par la police, ou dans de très rares cas, car son expérimentation n'a été autorisée qu'en mai dernier, sans pour autant autoriser la reconnaissance faciale d'ailleurs. C'est donc en toute illégalité que ce logiciel a été utilisé par le ministère de l'Intérieur. Ceci est un exemple parmi d'autres de la place prise par cette industrie. Depuis le 11 septembre 2001 et la guerre contre le terrorisme, le savoir-faire israélien en matière de surveillance et de sécurité intérieure a été publicité à travers le monde occidental. Aujourd'hui, Sarah va nous parler des liens qui existent entre Israël et la France et en quoi la Palestine est un laboratoire. Je te laisse la parole. Je vais organiser comme ça. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, super. Bonsoir à toutes et à tous. Ça me fait très plaisir d'être là et je voudrais remercier le Havre des Luttes parce que je trouve justement à l'aune du blackout total ou le fait maintenant que en fait on est passé d'une période où on parlait que d'un point de vue israélien, donc les victimes, les bombardements à Gaza, ça ne comptait pas, voilà. Et ensuite, on a parlé un peu, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment un massacre en cours à une échelle. Enfin voilà, je veux dire, la Cour internationale de justice qui parle quand même de risque de génocide. Maintenant, en fait, voilà, on peut avoir effectivement des JT, enfin, le sujet a quand même relativement disparu de la une des journaux, etc. Donc, merci de continuer à en parler. La première chose voilà, que je voudrais quand même souligner, c'est que enfin, moi, je ne suis pas du tout spécialiste je veux dire, je suis ni journaliste spécialiste des questions d'armement, de défense, etc. C'est juste que le sujet par lequel je suis venue à m'intéresser à cette thématique en particulier, c'est la Palestine. À partir du moment où je m'intéressais à ce qui se passait voilà, dans les territoires occupés et aussi donc, à la politique française et à la responsabilité française et européenne dans ce qui se passe là-bas, j'en suis venue à m'intéresser à cette question-là et aussi parce que il me paraît important aussi de faire prendre conscience en fait aux gens ici que ce qui se passe là-bas ne concerne pas que les Palestiniens. Que c'est non seulement, voilà, on pourra peut-être en parler si vous voulez pendant les discussions, mais il y a un volet idéologique, politique qui fait que c'est la même idéologie qui est à l'œuvre là-bas, coloniale, raciste, etc., qui est là-bas et qui commence aussi à monter en Europe avec toute la montée des mouvements d'extrême droite. Mais au-delà de ça, dans les faits, il y a une vraie complicité, donc au niveau défensif, militaire, armes, financier, etc. Et aussi d'image, en fait, parce que il y a aussi quelque part une image très positive, en fait, d'Israël, que les politiques, en fait, en France, ont une certaine communication, en fait, donc, par rapport à l'image d'Israël en France et en Europe, qui fait que, voilà, on parle quand même d'un État
qui ne respecte aucune résolution, qui est complètement hors la loi, mais qui continue quand même à jouir d'une certaine image positive. Petit topo, juste. Alors oui, ce que je disais à Marine il y a quelques jours, donc avant de venir ici, j'avais assisté lundi dernier, et justement c'est en lien avec cette question de dire ce qui se passe là-bas ne concerne pas que les Palestiniens. La semaine dernière, j'avais assisté à une conférence de la campagne Stop Arming Israel, donc arrêtez d'armer Israël, dont je parlerai tout à l'heure. Et parmi les invités, en fait, les personnes qui étaient invitées à intervenir, il y avait Mathieu Rigous. Donc, je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous connaissent Mathieu Rigous, qui est un chercheur indépendant, qui s'intéresse surtout aux questions de société de surveillance, police, etc. Et en fait, Mathieu disait, moi, en fait, en vrai, je m'intéressais pas spécialement en fait à la question Israël-Palestine, mais j'en suis venue à m'intéresser à tout ce qui est entreprise de défense israélienne via la question de société de surveillance, le côté vraiment policier en fait, la gestion sécuritaire des sociétés, et je trouvais ça très symptomatique. Pour vous donner un peu un topo, pourquoi voilà, quand on parle d'Israël, c'est en termes d'armement et de défense, c'est quand même un gros sujet. Euh, Israël, enfin par rapport, qui est quand même un petit pays, hein, il y a pas de 10 millions d'habitants. En Israël même, c'est vraiment pas grand. Mais en termes d'exportation d'armes, donc c'est par rapport à un pays aussi petit, c'est quand même le 8e exportateur mondial d'armes, Israël, et proportionnellement, si on compare avec les États-Unis, proportionnellement à sa taille, Israël exporte 4 fois plus d'armes que les États-Unis. Si on ramène ça à la taille et à la population israélienne, et c'est plus que le double la part de l'industrie d'armement et de défense dans le PIB israélien, c'est plus que le double de sa part en France. On est à près à 4,5% du PIB en Israël et à 2% en France. Et puis c'est une société extrêmement militarisée parce que c'est toujours une armée de conscription. Donc le service militaire y est obligatoire. Donc tous les jeunes hommes, toutes les jeunes femmes, donc à partir de 18 ans, doivent faire leur service obligatoire. C'est 3 ans pour les hommes, 2 ans pour les femmes. Et ensuite, il y a une période de réserve en fait où les personnes restent à la disponibilité de l'armée jusqu'à leurs 40 ans. En faisant en fait en donnant un mois par an à l'armée où ils vont s'entraîner, etc. Donc par exemple là actuellement dans euh, l'offensive à Gaza, vous avez beaucoup de réservistes en fait qui sont là-bas, de gens qui travaillent dans la vie de tous les jours, qui ont d'autres métiers et qui là en fait sont mobilisés à Gaza pour aller faire la guerre là-bas. Par exemple, parmi les personnes, il y a eu je sais plus si c'était le réalisateur ou le producteur de la série Fauda, qui est sur Netflix, donc, qui a été tué là-bas. Je veux dire, le mec il est cinéaste et il est parti se battre là-bas. Donc, pour dire à quel point quand même, et avec pour le rapport aux armes, le port d'armes en Israël est autorisé pour les personnes qui sont, comment dire, considérées vivant dans des zones à risque, donc dans les colonies, à Jérusalem-Ouest, et aussi voilà, enfin, à la frontière de Gaza. Dans toutes ces zones-là, en fait, le port d'armes est légal. Donc c'est une société quand même extrêmement militarisée. Euh, Par rapport à la France, en fait, en termes de volume d'exportation, la France n'exporte pas tant que ça d'armes en Israël. Je veux dire, c'est vraiment pas grand-chose si on compare par rapport à ce que les plus gros clients de la France, c'est les Émirats Arabes Unis, c'est l'Arabie Saoudite. Donc vraiment, Israël vient loin après, mais ça, on parle vraiment en termes de matériel militaire et d'armement pur, en fait. Il y a après tout le volet cybersécurité, où là, en fait, c'est plus au niveau de l'importation, où les chiffres sont plus flous. En fait, en gros, on sait ce qu'on exporte, mais on ne sait pas ce qu'on importe d'Israël, et notamment en termes de tout ce qui est programme cybersécurité, etc. Et donc oui, Marine, tu parlais tout à l'heure de Millipol, pardon? Oui, voilà, et oui, par exemple, et ça, j'y reviendrai tout à l'heure en parlant
effectivement de vidéosurveillance. Mais tu parlais tout à l'heure effectivement de Briefcamp, donc de Millipol, le salon d'armement. Par exemple, justement, la présence d'Israël a été vraiment et de plus en plus importante en fait dans les salons d'armement, notamment à Millipol. Et sur les 2 dernières années, Israël a quand même augmenté l'exportation de ses armes de 50%. Donc c'est vraiment énorme. Et donc pour en venir au lien entre justement dans un premier temps donc Israël et la France, euh, pourquoi là aussi c'est important d'en parler, il y a 2 raisons. D'abord, en fait, le fait aussi de se rendre compte que aujourd'hui, tu as donné le bilan, on est à près de 30 000 morts, majoritairement, très 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 majoritairement des civils, dont plus de 10 000 enfants. Et c'est donc quand il y a une coopération avec la France, ça veut dire que la France, l'État français, les entreprises françaises sont responsables de morts de civils. Et ça, c'est important de le savoir, c'est important de le comprendre d'une part, mais aussi ça a aussi un impact sur d'autres domaines. Tu parlais de Disclose tout à l'heure. Tout ce qui concerne en fait justement les contrats d'armement de la France, c'est ce que le gouvernement français en général n'a pas trop envie de, comment dire, de mettre en avant. Justement, ça dérange en fait qu'on en parle et du coup ça peut avoir aussi un impact sur tout ce qui est liberté de la presse par exemple. Si on prend l'exemple de avec un autre pays où, pareil, il y a une complicité française par rapport à vente d'armes et mort de civils, qui est l'Égypte. Donc il y a eu toute une affaire par rapport à des armes exportées par la France en Égypte et qui ont participé, qui ont tué des civils en fait en Égypte, parce que voilà, le gouvernement égyptien, qui est une très très grande démocratie, comme tout le monde le sait, est très proche de la France. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a eu toute l'affaire avec Ariel Lavrieux en fait. Donc il y a quand même été, il y a eu une garde à vue de plus de 36 heures. Donc il y a quand on commence à toucher à ces sujets-là, il y a quand même une vraie répression qui peut y avoir de la parole journalistique, quoi. Oui, je rajoute juste sur Ariane Lavrieux le fait qu'on a une journaliste qui a été quand même mise en garde à vue sous un régime de terrorisme, hein, et qu'il n'y a eu aucune déclaration du gouvernement sur cette atteinte à la liberté de la presse. Et ça se passe en France. Ils ont été, je crois que c'était Attal à l'époque qui avait été, ou Véran qui a été interrogé en conférence de presse. Oui, et qu'il n'avait rien à dire dessus. Voilà, donc, et ça se passe en France. Donc voilà. C'est juste pour rajouter ça, c'est parler des armes, ça peut valoir à des journalistes en France d'être mis en garde à vue pour terrorisme. Et donc voilà, pour revenir aux relations entre la France et Israël, quand on parle donc de coopération militaire, comme je disais tout à l'heure, voilà, c'est pas forcément un volume d'exportation d'armes important, mais il y a de la coopération, par exemple, entre les entreprises israéliennes et les entreprises françaises. Parmi les domaines où il y a le plus en fait de coopération, c'est les drones. Donc c'est les avions sans pilote en fait, qui sont donc pilotés à distance automatiquement. Et c'est une coopération qui remonte à une vingtaine d'années. C'est la fin des années Chirac qui a marqué aussi un vrai tournant dans la politique étrangère de la France, et dans les relations entre la France et Israël. On pourra là aussi revenir dessus plus tard si vous voulez, mais c'est un vrai... Enfin voilà, la fin des années, enfin la fin du mandat de Chirac, il y a eu un vrai tournant par rapport à ça. Et donc à ce moment-là, comme la France a un retard en termes de technologie, etc., concernant le développement de drones, donc en fait vous avez Thales, qui est une des plus importantes entreprises d'armement en France, qui va s'associer à une autre entreprise israélienne très importante qui s'appelle Elbit, pour justement profiter de la technologie israélienne et développer des drones. Et juste voilà pour expliquer donc pourquoi Israël donc a justement une avancée technologique sur la question, parce que il y a une avancée ou un intérêt particulier pour tout ce qui est guerre urbaine, typiquement comme à Gaza. Donc vous avez un territoire qui
qui est très petit, avec une forte densité démographique, beaucoup de bâtiments. Et donc, le développement des drones s'est fait notamment à Gaza dans le cadre de penser les guerres urbaines. Et du coup, la France était intéressée par rapport à ça, donc intéressée par ces technologies par rapport à ces opérations menées en Afrique subsaharienne, dans le Sahel, parce que c'était notamment dans les villes, etc. Donc ça l'intéressait beaucoup de développer ce secteur-là. Et donc vous avez deux types de drones qui sont développés donc, en coopération avec Israël. Il y a les drones de surveillance. Donc je ne sais pas si vous avez, sur les réseaux sociaux, etc., si certains d'entre vous ont pu suivre des vidéos ou voir des vidéos de personnes à Gaza. Systématiquement sur les vidéos, il y a un bruit de fond, de bourdonnement, mais qu'on entend, incessant, vraiment, 24 heures sur 24, que vous avez toujours sur les vidéos des Gazaouis. Et ça, c'est les drones de surveillance, en fait. C'est-à-dire, H24, vous avez des drones qui sillonnent, en fait, et qui, pour repérer les zones à bombarder, etc. Donc ça, c'est les drones de surveillance. Et puis, vous avez d'autres types de drones qui sont les drones armés qui vont être envoyés pour cibler non pas des bâtiments, mais des personnes en particulier, donc dans des voitures, etc. Et c'est par exemple ce type de drone-là qui ont visé des journalistes à Gaza. Donc par exemple le fils du correspondant d'Al Jazeera qui a été tué avec son confrère dans leur voiture, c'était une frappe de drone par exemple. Donc c'est vraiment des frappes qui peuvent être très ciblées. Parmi les modèles qui ont été donc développés par Thales et Elbit, il y a le modèle Hermes, qui nous sert notamment dans le cadre de surveillance et de répression des émeutes. Donc déjà là, vous commencez un peu à avoir l'intérêt qu'il peut y avoir en Europe pour ce genre d'instrument. Et puis il y a le modèle Watchkeeper, qui est aussi utilisé à Gaza, et qui est utilisé cette fois pas en France spécifiquement, mais au niveau de l'Union européenne via Frontex. Donc Frontex, en fait, donc l'agence européenne de surveillance protection des frontières européennes, a signé en 2020 un contrat, notamment avec Elbit et d'autres sociétés israéliennes, mais notamment avec Elbit. Enfin, c'est 50 millions de dollars pour notamment se procurer donc des watchkeepers. Et ce sont ces drones-là qui vont en fait décoller depuis les côtes italiennes, grecques, libyennes aussi, parce qu'elles sont mises au service des milices libyennes pour surveiller et repérer les bateaux qui traversent au niveau de la Méditerranée et aussi au niveau de Calais. Donc on a là typiquement un exemple de comment l'expertise qui a été développée à Gaza sur le dos des Palestiniens, mais en fait elle est perfectionnée pour être vendue pour les Européens à des fins de surveillance et de politique migratoire répressive. En ce qui concerne donc voilà l'encouragement de la coopération militaire, on pourra, vous avez des sociétés qui servent en fait de lobby en fait pour les Israéliens en Europe et notamment en France, comme la société Elnet, mais on pourra, si vous voulez, revenir là-dessus plus tard pour pas faire très très long là-dessus. Tout à l'heure, je parlais donc de la campagne Stop Arming Israel. C'est une campagne qui a été lancée le 16 octobre par des travailleurs palestiniens qui, en fait, c'est un appel. Je crois que ça a été relayé à un moment sur Mediapart, mais je suis pas sûre. C'est un appel en fait lancé par les travailleurs palestiniens pour demander à tous les travailleurs dans les entreprises d'armement et de défense à travers le monde de ne pas être complices de la vente d'armes à Israël, et donc à tous les niveaux, que ce soit au niveau des usines, de la fabrication, au niveau des dockers pour le transport des armes, etc. Et vraiment, c'est encore une fois internationaliser en fait cette question-là en faisant appel à la solidarité internationale entre travailleurs pour dire ben voilà, aidez-nous à ne pas ne pas être tués tout simplement en fait par les armes israéliennes. Il y a eu alors il y a eu quelques exemples par le passé, notamment au Havre. Je crois que c'est en 2019. Il y a eu les dockers du Havre qui avaient refusé
de charger des armes. Alors, je ne sais pas si elles étaient françaises ou pas, mais en tout cas, elles étaient destinées à Israël. Merci. Donc, ils ont refusé de les charger. Il y a eu aussi des cas comme ça en Italie. Tout comme, et voilà, je reviens à l'exemple que j'avais donné au début, il y avait eu aussi en France des dockers qui avaient, par exemple, refusé de charger des armes destinées à l'Arabie Saoudite, qui étaient destinées à bombarder le Yémen. Donc, en gros, c'est voilà, agir au nom d'une solidarité ça, entre travailleurs. Et c'est quand même assez. Ça donne de l'espoir quelque part parce que quand ils vont faire campagne, donc les personnes de la campagne Stop Arming Israël, ils font campagne donc auprès des usines, des sociétés. Ils disent vraiment que même voilà, dans ces entreprises qui sont quand même des entreprises d'armement, quand vous venez expliquer aux gens qu'en fait les armes que vous fabriquez, ça sert à tuer des enfants dans d'autres pays, ben, en fait, ça leur fait quelque chose et ça remet quand même en question ce qu'ils font. Donc ça sert quand même à quelque chose. Et pour revenir donc à l'idée voilà, de départ d'une complicité ou d'une responsabilité dans le fait de tuer des civils, etc., il y a aussi des procès qui ont été intentés. Alors, je, ouais, c'est ça, c'était contre Excelia, donc la dernière guerre meurtrière contre Gaza avant celle de cette année, c'était vraiment jusque-là la plus meurtrière. C'était 2014 où c'était considéré comme la plus meurtrière à l'époque. C'était plus de 2000 morts. Donc vous voyez à quel point on a vraiment dépassé tout. Voilà, exactement. Grâce notamment à l'intelligence artificielle, on va y revenir tout à l'heure. Et par exemple, il y a eu justement notamment un cas d'une maison qui a été bombardée, les enfants qui ont été tués. En fait, la famille avait retrouvé donc dans les éclats d'obus des traces en fait enfin dans les éclats d'obus c'était marqué Made in France. Et donc à travers ça, ils étaient remontés à la société Excelia qui produit en fait des composantes vendues à Israël qui vont servir dans les missiles, etc. Et à travers ça, il y a depuis maintenant 2020 un procès en cours contre Excelia pour complicité dans des crimes de guerre. Donc voilà, il y a quand même voilà, de l'action dans ce sens-là. Et puis, dernier point, c'est le domaine de la recherche. J'y reviendrai après en parlant voilà, de tout ce qui est high-tech, développement, du côté Startup Nation d'Israël. Mais il y a aussi pas mal comment dire, de coopération entre entreprises israéliennes et programmes de recherche universitaire à l'échelle européenne, notamment pour tout ce qui est voilà, technologie numérique, etc. Ou par exemple des entreprises israéliennes qui vont aussi bénéficier de programmes de recherche aussi, ici par rapport à sécurisation de certains réseaux, notamment des réseaux de gazoducs, etc. Et donc il y a aussi une coopération qui se fait au niveau de la recherche, de tout ce qui est de développement et recherche, en plus de tout ce qui est donc développement des armes. Donc ça c'est pour le volet du coup Israël-France. Et en fait, ces armes aussi, elles sont vendues parce qu'elles ont un label, qui est le label de tester sur le territoire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de justement le fait que la Palestine soit un laboratoire de grandeur nature de tests avant la vente? Oui, donc la Palestine, oui, en fait, c'est vraiment un laboratoire à ciel ouvert. Euh, je vais commencer par ça, donc tout ce qui est effectivement technique. Juste pour là aussi faire un petit topo. Déjà pour comprendre, donc en Palestine, donc on a les territoires occupés, donc la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza. Il faut comprendre que de même que pour tout ce qui est nourriture, eau, tous les besoins élémentaires des Palestiniens qui passent par Israël. De toute façon, même le contrôle des frontières passe par Israël. Je veux dire, si vous voulez aller dans les territoires occupés palestiniens, enfin, peu importe par où vous allez entrer
vous allez toujours passer au niveau de la frontière par les militaires, par voilà, des checkpoints et des militaires israéliens, ou tout simplement par Tel Aviv. Donc voilà. Et donc voilà, Israël a aussi un contrôle au niveau de tout ce qui est télécommunication. Le système de communication en fait palestinien. Donc il contrôle aussi tout. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, c'est il y a vraiment aussi un espèce d'apartheid numérique. Donc, de même que vous n'avez pas les mêmes droits entre Palestiniens et Israéliens, que ce soit dans les territoires occupés ou à l'intérieur même d'Israël, pour les droits juridiques, accès voilà, à certaines professions au territoire, etc. Et ben, vous avez le même type d'apartheid en fait pour tout ce qui est droit numérique. Par exemple, au niveau des connexions. Donc, en fait, vous n'avez pas le même. Si vous êtes dans les territoires occupés, vous n'avez pas la 5G. Et ce qui est non seulement, enfin, genre si vous êtes à Gaza, c'est 2G. Euh, En Cisjordanie, c'est 3G, 4G, alors que par exemple dans les colonies qui sont en Cisjordanie, ils ont la 5G. Donc c'est vraiment un contrôle au niveau voilà, d'accès en fait déjà à Internet. Et puis aussi, enfin, il y a une vraie coopération entre Israël et tout ce qui est grandes entreprises, donc les GAFA en fait, donc les grandes entreprises du numérique, que ce soit là aussi par rapport à des questions d'accès. Par exemple, vous voyez ce que c'est PayPal, donc le logiciel de service de paiement. Les Palestiniens n'ont pas accès à PayPal. Donc si vous vous trouvez dans une colonie en Cisjordanie, vous pouvez envoyer de l'argent ou recevoir de l'argent via PayPal. Si vous êtes 2 kilomètres plus loin dans une ville palestinienne de Cisjordanie, vous n'avez pas accès à PayPal. Ce qui aussi pose énormément de problèmes par rapport d'un point de vue professionnel pur, en fait, de comment se faire payer si on collabore avec des entreprises étrangères, etc. Et puis, un, un, un constat, on en a d'ailleurs à nouveau parlé récemment, c'est au niveau de tout ce qui est réseaux sociaux et présence sur les réseaux sociaux. Il faut savoir déjà que depuis 2015 à peu près, il y a une unité israélienne qui s'appelle Israeli Cyber Union, donc une unité cyber, une unité israélienne cyber, qui fait partie du ministère de la Justice. Et en fait, dont le but est vraiment de monitorer tout le contenu palestinien sur Internet et les réseaux sociaux. Et donc, en fait, le ministère de la Justice israélien est en lien direct avec Facebook, Instagram, Meta en général, Twitter, etc., pour leur demander de censurer des comptes, du contenu, etc., sur les réseaux sociaux. Il y a eu un pic avant aujourd'hui, avant là ce qui se passe à Gaza. Le dernier pic, c'était en 2021, quand il y a eu, pareil, une offensive à la fois en Cisjordanie et à la fois à Gaza, où ils avaient demandé, en fait, pareil, la suspension de comptes, en fait, sur les réseaux sociaux. Et ce qui était dingue, c'est que voilà, les demandes étaient, dans 90% des cas, les demandes sont acceptées, notamment parce que dans le board de Facebook, donc le conseil de surveillance de Facebook, il y a une membre israélienne qui vient du ministère de la Justice. Donc voilà, c'est vraiment, je dirais, Israël a littéralement une représentante en fait au sein même du système de surveillance de Facebook. Et là, c'est pareil, en fait, on l'a vu, il y a eu là maintenant pas mal d'articles là-dessus sur la censure par Meta, donc Instagram, Facebook, etc., de tout ce qui est contenu palestinien. Alors que c'est pas du tout le cas pour le contenu israélien. Donc même les soldats israéliens qui, je veux dire, vont se filmer en commettant des crimes de guerre, des exactions, ça c'est jamais censuré, alors que c'est censuré côté palestinien. Et là, la dernière trouvaille de Meta, donc le groupe de Facebook, WhatsApp et Instagram, c'est qu'ils ont décidé que désormais le mot sionisme va être censuré parce que c'est considéré comme une attaque antisémite, donc contre les juifs et les israéliens dans le cadre de ce qui est voilà, antisémitisme égale antisionisme, etc. Ça aussi, on pourra revenir dessus. Et donc, dans ce cadre-là, pour revenir à... C'était une Oui. question à te poser, justement, dans ce cadre-là, ça commence par la Palestine, mais après, ça s'est aussi généralisé à d'autres pays, ces pratiques-là.
Oui, parce qu'en fait, alors ça s'est généralisé, parce que aussi Israël s'est inspiré d'autres pays. Oui. C'est dans le cadre, par exemple, de tout ce qui est censure, mais même, je veux dire, enfin, là le fait d'avoir coupé Internet, etc., ça s'est fait dans d'autres pays. Ça s'est fait en Égypte, par exemple, en 2011. En Syrie. Voilà, en Syrie aussi. Et le fait de surveiller, monitorer le contenu sur les réseaux sociaux, ça s'est fait par exemple en Birmanie, ça s'est fait en Colombie. Donc effectivement, Israël va à la fois s'inspirer de régimes, encore une fois, très très démocratiques, et à la fois exporter son savoir-faire à d'autres régimes plus ou moins démocratiques. Donc effectivement, ça fonctionne dans les deux sens, mais avec toujours voilà, cette manière de avoir quand même un contrôle. C'est qu'ils ne se contentent pas de demander, c'est qu'ils ont clairement un pied là-dedans, en fait. Et du coup, voilà, donc pour revenir à ce que tu disais pour la, la Palestine comme laboratoire, donc je vais revenir à l'exemple que tu as donné au début avec Briefcam. Donc Briefcam qui a un logiciel de surveillance par reconnaissance faciale, ce qu'on appelle la vidéosurveillance algorithmique. Et ça, par exemple, c'est typiquement une technique qui a été développée en fait par les Israéliens sur les dos des Palestiniens. Ça veut dire que ben, vous avez un laboratoire de 6 millions de personnes quand même entre la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza, et vous pouvez faire ce que vous voulez. Et par exemple, en termes de surveillance, il y a eu en- Israël a développé un programme qui se décline en fait en trois, enfin, donc, qui a trois déclinaisons au niveau des institutionnels, des checkpoints, au niveau de l'armée et au niveau des colons. Et donc au niveau pour tout ce qui est donc cybersurveillance, enfin avec reconnaissance faciale, au niveau des checkpoints, donc euh, je crois qu'il y a une centaine de checkpoints en fait à peu près en Cisjordanie, et il faudrait vraiment, enfin, l'idéal aurait été en fait d'avoir une carte là et de voir en fait les checkpoints qui vraiment parsèment la Cisjordanie, mais qui rendent vraiment la circulation absolument impossible en fait pour les Palestiniens. C'est-à-dire que vous pouvez mettre 5 heures pour faire 50 km en Cisjordanie. Je veux dire, c'est petit hein, le territoire palestinien, mais vous pouvez passer des heures. Jérusalem et Bethléem, c'est collé, c'est deux villes qui sont quasiment voisines, collées l'une à l'autre. Vous pouvez passer 3 heures pour passer de l'une à l'autre parce que vous avez un mur et un checkpoint. Et, euh, et donc au niveau de ces checkpoints, Israël a installé un système qui s'appelle Red Wolf, donc loup rouge. Donc ils ont installé des caméras de surveillance et qui va enregistrer en fait tous les Palestiniens qui vont passer et stocker en fait ces informations dans une énorme base de données. Et du coup, ça permet de ficher les gens avec leur visage, leurs photos, savoir enfin, voilà, où est-ce qu'ils sont, etc. Donc ça, c'est au niveau des checkpoints. Le même système, donc le même principe, a été décliné en application installée sur les portables de l'armée, des soldats, où là, ça s'appelle Blue Wolf, le loup bleu. Et là, en fait, en gros, vous avez donc les soldats, à chaque fois qu'ils vont arrêter des Palestiniens, ils vont les prendre en photo. Et la photo de ces Palestiniens, du ou de la Palestinienne en question, va pareil être rajoutée à une énorme base de données. Et en fait, c'est tellement pervers, ils en ont fait un jeu. C'est-à-dire que un soldat, il y a un quota par jour. Donc, vous devez photographier 50 Palestiniens sur une journée. Et puis, ils mettent les troupes militaires en concurrence. Donc, c'est parce que c'est fun de savoir qui a affiché le plus de Palestiniens aujourd'hui. Et donc, ils en ont fait quasiment en fait un jeu comme ça. Et la troisième déclinaison, c'est à peu près la même chose, mais là, ça passe par les cartes d'identité. Là, c'est au niveau des colons. Donc qui eux peuvent scanner en fait ou prendre des photos des cartes d'identité, par exemple des Palestiniens qui vont traverser le checkpoint ou passer dans les colonies pour travailler, etc. Et pareil, en fait, ces informations-là, tout est centralisé dans une base de données de l'armée. Et c'est intéressant parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui vont être promptes à condamner en fait les pratiques du gouvernement israélien actuel parce que c'est le cas, c'est un gouvernement d'extrême droite
Voilà, donc on va condamner leurs pratiques, on va condamner le fait que Itamar Ben-Gvir, le ministre de l'Intérieur israélien, a ordonné qu'on- pardon, non, qu'on distribue des armes. Tu vois, je t'ai dit que j'ai le cerveau en bouillie. Donc, qu'on distribue des armes à peu près 25 000 colons en Cisjordanie pendant qu'on massacrait les gens à Gaza, parce que voilà, il faut optimiser. Et que aujourd'hui, par exemple, en Cisjordanie, parce qu'on parle beaucoup de ce qui se passe à Gaza, mais il faut savoir que depuis le 7 octobre, c'est aussi. Enfin, ça continue, ça s'est intensifié la répression en Cisjordanie, qu'il y a plus d'une cinquantaine de villages qui ont été. Enfin, dont les habitants ont été déplacés. Et que la répression, les morts sont quotidiennes là-bas aussi. Et en fait, maintenant, avant, en fait, vous aviez l'armée qui protégeait les colons. Maintenant, ils travaillent ensemble main dans la main. Donc, en fait, il y a plusieurs témoignages de Palestiniens qui vous disent, mais en fait, quand les colons débarquent, on ne sait pas si c'est des colons ou si des soldats, parce qu'ils viennent dans les mêmes, ils ont les mêmes voitures, ils ont les mêmes uniformes, et maintenant ils ont les mêmes armes quasiment aussi. Donc, en fait, c'est vraiment, ils travaillent ensemble main dans la main. Et c'est intéressant de voir qu'avec justement tout ce qui est, ces technologies de surveillance, bah finalement, en fait, ça date pas d'aujourd'hui, en fait. Le fait que les colons travaillent main dans la main avec l'institution militaire israélienne. Et donc, grâce à tout ça, donc, sachant que c'est quelque chose, ces pratiques-là et enfin, ce logiciel-là, cette base de données a été, comment dire, développée pendant le Covid. Donc, bien sûr, c'était la bonne excuse, en fait, parce que vous pouvez là légitimement scaler les, enfin voilà, les gens, leurs photos, etc., leur visage. Et donc ça s'est développé à ce moment-là. Et l'idée, donc, en fait, c'est plus vous fichez de Palestiniens, plus vous pouvez, comment dire, mettre en place cette politique complètement arbitraire de vous décider, en fait, où est-ce que les Palestiniens peuvent se déplacer ou pas. Donc, est-ce qu'ils ont le droit d'aller à tel quartier ou pas? Est-ce qu'ils ont le droit de passer tel checkpoint ou pas? Sachant qu'il n'y a pas forcément de règles. C'est la règle dans les territoires occupés, c'est qu'il n'y ait pas de règles, c'est que ce soit complètement arbitraire, parce que comme ça, en fait, les Palestiniens ne peuvent pas anticiper, et comme ça, en fait, il peut pas y avoir. En fait, on peut pas savoir si on vient 3 heures à l'avance à un checkpoint, ben, en fait, on va finir par passer. Donc, une des manières de rendre complètement fou la population, c'est de faire régner justement cet arbitraire-là. Et puis à Jérusalem-Est, donc rappel, Jérusalem qui est quand même partagée en deux avec la partie juive israélienne, Jérusalem-Ouest, et la partie et Jérusalem-Est, où il y a aussi énormément de colons. Ces logiciels-là, en fait, sont utilisés. Il y a aussi énormément de caméras de surveillance. En gros, en fait, les cas les plus, comment dire, les plus poussés, les exemples les plus poussés, c'est vraiment Jérusalem-Est et Hébron en Cisjordanie, parce que c'est vraiment les deux villes où vous avez les colons qui se trouvent à l'intérieur même de la ville. Les colonies ne se trouvent pas autour. Et donc là aussi, c'est pour anticiper tout mouvement palestinien, toute manifestation aussi des Palestiniens, notamment à Jérusalem-Est, contre l'installation des colons, etc. Et donc, la cerise sur le gâteau, c'est que dans le système, donc ça s'appelle le système Mabat 2000, donc c'est ce système de caméras de surveillance, etc., qui sont installés un peu partout dans ces villes-là. Il y a notamment deux entreprises qui ont énormément fourni de matériel dans ce sens à Israël. L'une est chinoise et l'autre est française. Non. Donc voilà, qui s'appelle donc TKH Security. Donc voilà, en termes de, on revient à la coopération. Voilà. Donc ah oui, dernière quand même donc, dans le Les Red Wolf, voilà, Red Wolf, donc tout ce qui est système de surveillance, etc. Il y a le système de surveillance, donc caméra, etc., reconnaissance faciale. Il y a aussi les systèmes d'écoute. Par exemple, à Gaza, chaque matériel qui rentre à Gaza, il y a un bug qui est implanté dedans. Et en fait, ça sert à tracer les appareils. C'est ce qui fait, par exemple, que vous avez sûrement entendu parler au moment des bombardements, on appelle les Gazaouis pour leur dire
vous avez 2 minutes pour dégager parce que votre immeuble va être bombardé. C'est ce qui fait aussi qu'on a appelé, par exemple, les journalistes en les menaçant, en leur disant on sait où vous habitez, etc. On les appelle sur WhatsApp pour leur dire on sait où vous êtes, on sait où vous habitez, donc soit vous arrêtez, soit on vous tue. Et il y a eu vrai. Enfin, je veux dire, c'est des menaces qui ont été mises à exécution. Et donc, c'est grâce à ces logiciels de surveillance. Et parmi donc, les usages israéliens de ces systèmes de surveillance et d'écoute, il y a le fait d'outer des personnes, des Palestiniens. Donc outer, c'est notamment pour les personnes donc, LGBT, LGBTQI+, c'est de rendre public sans leur consentement la sexualité de ces personnes-là. Et donc ce que fait Israël, c'est que quand elles savent que ça touche les personnes LGBTQI+, mais plus globalement, toute personne qui a une sexualité qui ne correspond pas aux normes sociales, c'est assez large, mais spécialement les LGBTQI+. Et donc ça, en fait, Israël procède à un chantage. C'est en gros, soit vous collaborez, soit on va vous outer. Ce qui est quand même extraordinaire de la part d'un pays qui se vend là aussi, qui fait du pinkwashing à mort, donc qui se vend aussi comme un pays, notamment Tel Aviv, qui se vend comme... Donc le pinkwashing, c'est le fait de se... comment dire, de se donner une bonne image et de vouloir blanchir son image en se présentant comme une personne, ou un État, une institution qui protège donc les droits des minorités sexuelles. Et donc voilà, Tel Aviv par exemple se vend vachement sur ça. Je vous conseille à ce propos l'excellent livre de Jean Stern, Mirage gay à Tel Aviv, aux éditions Libertalia. Alors que par ailleurs, Israël est un pays hyper homophobe. La société israélienne, comme toute bonne société de droite et d'extrême droite, est extrêmement homophobe. Et donc, voilà, Israël qui se vend en fait avec cette image de pinkwashing va outer des Palestiniens pour en fait s'en servir comme monnaie de chantage. Donc, soit vous collaborez, soit on va vous outer. Voilà. Oui, sachant qu'en plus, là, il y a un bug qui est mis dans le téléphone portable, mais il y a aussi des technologies qui ont été développées, on en parlera tout à l'heure, où tu n'as même pas besoin de mettre un bug dans le téléphone. Ouais. Voilà, on en parlera tout à l'heure de Pegasus, du scandale de Pegasus. Et oui, du coup, en fait, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, donc pour le label Combat Proven, donc ce que les Palestiniens appellent la preuve par le sang, c'est en gros, vous avez des armes que Israël va tester sur les Palestiniens. C'est le cas par exemple là à Gaza. C'est des armes nouvelles qu'ils vont tester sur les Palestiniens pour ensuite, parce que pouvoir les vendre dans les salons, parce qu'en fait dans les salons d'armement vous avez donc effectivement ce label Combat Proven, donc prouvé sur le terrain de combat, qui du coup rajoute de la valeur aux armes. Donc en fait là aussi, encore une fois, voilà, les Palestiniens et les territoires palestiniens qui servent comme laboratoire à grande échelle. Et comme valeur publicitaire pour les armes. Exactement. Donc, je voulais te poser la question aussi, c'est sur les... pardon. Ah, pardon. Ça va. Oui. Justement, sur les entreprises de défense, comment on les a encouragées aussi à investir pendant la guerre? Oui, donc ça, oui. Il y a en fait donc il y a les entreprises de défense israéliennes et américaines, parce que vous savez que voilà, les États-Unis ont envoyé énormément d'armes. Parce qu'en fait, oui, il y a quand même cette particularité en Israël. Donc, Israël fabrique beaucoup d'armes, mais c'est plutôt de l'armement léger. Donc, ça va être des missiles, des fusils d'assaut ou donc de la tech. Mais tout ce qui est chars, avions de chasse, etc., là-dessus, ils importent énormément, et notamment des États-Unis. Par exemple, tout ce qui est avions de chasse, c'est les F-35 américains. Et donc, je crois que c'était 10 jours après le début de la guerre génocidaire sur Gaza. Oui, vous aviez des pubs
Donc, dans les journaux, donc, je sais pas, vous allez sur le site d'un journal israélien et vous avez une pub qui va vous pousser à investir comme actionnaire dans les entreprises de défense israéliennes. Parce que les actions sont, enfin, comment dire, montent en flèche, vu les gains en fait que ces entreprises-là, enfin, en termes de vente, parce qu'ils vendent à l'État, parce que l'État est le premier client, ils vendent à l'État, et pareil en fait côté américain, c'est-à-dire que quand les États-Unis envoient des armes à Israël, bah, c'est vrai qu'en fait ils font travailler les entreprises d'armement américaines. Donc vous avez tout le lobby des armes par exemple, qui est hyper favorable en fait à l'aide américaine pour Israël, parce que ça leur fait du chiffre d'affaires en plus. Et donc, oui, vous avez des pubs en Israël qui vous incitent donc à investir comme actionnaire dans les entreprises de défense israélo-américaines, sachant que dans ces entreprises-là, vous avez déjà des actionnaires qui sont parfois en fait des conseillers. Vous en avez en fait des conseillers qui sont dans des think tanks, qui vont être des conseillers de la Maison Blanche. Vous avez des comment dire, des groupes d'investissement en fait comme BlackRock qui investissent aussi énormément dans les entreprises de défense israéliennes et donc voilà, oui, il y a c'est que voilà, enfin au final on perd pas le nord, hein, c'est business as usual. Donc la guerre c'est la guerre, mais faut aussi penser quand même à l'argent et à ce que ça rapporte. Et est-ce que tu as des exemples de programmes, justement, comme le programme Scorpion? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, donc programme Scorpion, donc ça fait partie aussi donc de ces programmes qui ont été développés sur le dos des Palestiniens, qui a été ensuite donc vendu aussi en France, très utilisé notamment au Sahel. Et c'est vraiment, en gros, c'est le programme du futur. Pour schématiser, c'est en gros là un soldat en moyenne, par exemple en Israël ou en France ou aux États-Unis, il a sur lui 38 kilos de matériel. Donc entre voilà les armes, les caméras, etc. Et donc l'idée que c'est d'alléger en fait tout ce matériel. Et avec le programme Scorpion, en gros, les soldats ils vont juste avoir un écran GPS sur lequel ils ont toutes les données. L'écran GPS est connecté à des petits à des drones insectes qui là aussi ont été testés à Gaza, à des caméras, etc. pour alléger, et comme ça ils peuvent anticiper en fait toute action, toute attaque, et optimiser en fait leur réponse. Et ça fait donc là aussi partie des programmes qui ont été développés donc à Gaza et vendus à l'extérieur. Et c'est aussi parce qu'en fait Israël développe aussi énormément tout ce qui est intelligence artificielle dans le cadre de l'armement et tout ce qui est voilà, technologie d'armement. Tout à l'heure, en fait, quand je parlais de 2014, je disais que ça fait pardon, plus de 2000 morts et c'était considéré comme la guerre la plus violente. En 2014, c'était la guerre la plus violente jusqu'à présent, où il y avait eu 2000 morts. Oui, voilà, plus de 2000 morts, et donc c'était, on va dire, oui, depuis le blocus sur Gaza, donc qui date de 2006, c'était la guerre la plus violente. Aujourd'hui, donc, comme tu as dit, on est dans les 30 000 morts, donc, on a complètement changé d'échelle. Et si on a complètement changé d'échelle, c'est notamment à cause de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y a eu, en gros, des logiciels d'intelligence artificielle pour, là aussi, grâce à tout ce qui est base de données, etc., vont repérer les cibles et vont aussi... En fait, on réduit énormément le temps entre le repérage de la cible et le tir. Et du coup, en fait, on a triplé le nombre de tirs, en fait, et de bombardements entre 2014 et aujourd'hui. C'est-à-dire, 2014, on était dans une moyenne de 5000 tirs, bombardements par jour. Là, on est passé à 15 000. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a ces chiffres, mais complètement hallucinants, de centaines et centaines, voire parfois des milliers de morts par jour. C'est à cause de ça. Et donc, on pourrait limite croire qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est hyper précis. Donc, peut-être que maintenant, ils vont avoir des cibles hyper précises et du coup, ça fera
moins de morts civiles. Et ben pas du tout, en fait, au contraire, ça sert juste à en tuer le plus grand nombre possible. Oui, il me semble d'ailleurs que sur l'intelligence artificielle qui a été utilisée, si quelqu'un en sait plus que moi là-dessus, euh, c'est-à-dire qu'ils ont les cibles, mais ils ne savent pas forcément combien de personnes il y a dans une maison, par exemple. Donc la cible, ça va être, bon, ben, on envoie un missile sur cette cible-là, et qu'il y ait une personne ou 15 personnes au même endroit, c'est pas grave, le missile est envoyé quand même. Oui, c'est ça. Et du coup, en fait, déshumanisation, en fait, aussi, une automatisation de la guerre, sans jugement humain, quoi, derrière. Oui, en plus, ils ont commencé à... Enfin, du coup, même en termes de cible, au lieu de, par exemple... Enfin, on n'en est même plus à, par exemple, si on va cibler... déjà, enfin, j'ai dit tout à l'heure, déjà, on cible des journalistes. Et même, enfin, par rapport aux gens du Hamas, on va pas se contenter de cibler des dirigeants importants. Je veux dire, même le dirigeant ou des membres de base, en fait, qui sont fichés chez eux, bah on va aussi cibler ces personnes-là. Donc c'est ce qui explique vraiment, en fait, ça devient une vraie idéologie, il y a une idée de dommages collatéraux. Donc les autres, c'est des dommages collatéraux et c'est pas grave tant que ça permet d'en tuer le plus grand nombre. Donc ouais, tu disais, il n'y a pas plus de précision, quoi. Donc, et pourtant, malgré toute cette technologie de surveillance qu'il y a eu bien avant le 7 octobre, il y a aussi l'État d'Israël qui s'est rendu compte aussi le 7 octobre que toute cette technologie-là n'avait pas empêché l'attaque et qu'ils ont une méconnaissance totale de Gaza, parce qu'ils y rentrent que pour faire la guerre comme en 2014, mais ils connaissent pas. Donc en fait, il y a un peu une politique on ne connaît plus les quartiers, on ne connaît plus la ville, donc on bombarde de manière complètement aveugle et à l'aide que de logiciels et d'algorithmes. Et puis ça montre aussi qu'en termes, je veux dire, l'avancée technologique comment dire, ne va pas rattraper les failles idéologiques. C'est une des raisons principales pour laquelle les Israéliens n'ont pas vu venir l'attaque du 7 octobre, c'est qu'ils ne s'y attendaient pas. Il y a vraiment cette idée que non mais les Arabes peuvent pas nous attaquer. Les Palestiniens, ils sont trop nuls pour ça en fait. Non, il y a vraiment, c'était pareil en 73, donc on aurait pu s'y attendre, mais il y a eu des manœuvres. C'était connu on savait qu'il y avait des manœuvres militaires égyptiennes, donc 73, guerre entre Israël d'un côté et l'Égypte et la Syrie de l'autre. On savait qu'il y avait des manœuvres militaires égyptiennes, mais les Israéliens, vraiment, idéologiquement, n'y croyaient pas, en fait. Mais vraiment, avec ce sentiment de mépris pour les coloniser, et c'est pareil dans le cas des Palestiniens, et puis effectivement, il y a cette idée voilà, qu'ils ne connaissent pas parce qu'en fait, bon, bah, il y a les tunnels, parce qu'en fait, ils ne sont plus dedans depuis 2005, en fait. Et donc, ils ont beau occuper et complètement entourer, en fait, mettre sous blocus, en fait, le territoire, ça ne suffit pas, effectivement, en fait, voilà, donc ça fait quand même qu'on a énormément de morts civiles des bombardements, mais dès que les Israéliens rentrent sur le terrain dès qu'il y a une opération terrestre et des troupes au sol, bah, c'est un échec. Au final, c'est un échec en fait. Je veux dire, là, jusque-là, ils n'ont attrapé ni tué aucun dirigeant important du Hamas. Et par contre, il y a quand même eu des morts, entre l'attaque du 7 octobre et les opérations terrestres, il y a quand même des morts considérables du côté de l'armée. Oui, et peu d'otages libérés au final par rapport à la mission qui s'était donnée sur l'attaque terrestre. Donc, pour une dernière partie, je voulais parler du soft power et de la diplomatie. C'est comment aussi les entreprises de défense israéliennes travaillent directement avec l'État, parce que les entreprises de défense en fait sont privées, comme nous hein, en France, et comment elles travaillent avec l'État. Et du coup, quel est leur impact économique, etc. sur... voilà. Je sais très bien poser des questions, que personne ne me contredise. Oui, en fait,
effectivement, c'est des entreprises privées, mais c'est des entreprises privées, en fait, c'est une sorte de triangle. Vous avez les entreprises privées de défense. Enfin, en l'occurrence, on parle de tout ce qui est technologie, de surveillance, cybersurveillance, etc. Mais qui sont liées à l'État et qui sont liées aussi à tout ce qui est recherche, développement et recherche. Ils sont liés à l'État, comment dire, des deux côtés. C'est-à-dire que vous avez des gens, en gros, il y a à peu près 700 startups israéliennes qui sont donc spécialisées dans le domaine de la défense. Que ce soit en défensif, de type les dômes de défense contre les missiles, soit en offensif, notamment dans les logiciels de surveillance, d'espionnage, etc. Et la plupart, en fait, des gens qui sont dans ces startups-là, ils sortent, par exemple, de l'unité, les Israéliens appellent ça 8200, donc 8200, qui est une unité militaire israélienne, en fait, qui s'est spécialisée aussi en tout ce qui est, enfin, justement, cybersurveillance. Et donc, ce sont des gens qui ont bossé avec l'État, qui vont ensuite fonder ces startups-là pour créer des logiciels, des produits qu'ils vont ensuite vendre à l'État. Donc, et par exemple, oui, enfin, je veux dire, l'État est le premier client, donc on peut pas dire que non, c'est juste des entreprises privées. Ça participe au soft power israélien parce que du coup, Israël a aussi cette image de Startup Nation. D'ailleurs, Macron en 2015, je crois, quand il était encore ministre de l'économie, s'était rendu à Tel Aviv pour un salon des startups, etc. Et il avait loué voilà, le côté très avancé, mais vraiment Startup Nation d'Israël. Donc ils se vendent énormément là-dessus. Et ben, vous avez, en fait, par exemple, dans les déplacements de Benjamin Netanyahou, les dernières années, à chaque fois que Benjamin Netanyahou, donc le Premier ministre israélien, s'est rendu quelque part, les gens de NSO, donc qui est une des principales justement entreprises qui créent des logiciels de surveillance type Pegasus, en fait, ils se sont déplacés avec lui. Donc c'est profondément lié à l'État, effectivement. Et je me souviens aussi à Nice avec Christian Estrosi, Tout à fait. où ils avaient fait un salon Smart City. Smart City et Safe City, Smart et Safe City, donc vraiment lié sur l'intelligence des villes et de la sécurité, voilà, sur la lutte antiterroriste aussi dans les villes. Et ils avaient fait le premier salon à Nice et après ils étaient allés justement à Tel Aviv pour le même salon l'année d'après. Donc il y a vraiment eu cette... Mais du coup, bien en amont. Enfin, et la Startup Nation du président, elle est liée à cette idée de Startup Nation aussi, qui était la première Startup Nation, c'est d'abord la société israélienne. Tout à fait. Et puis pour Estrosi, on se souvient quand il y a eu les attentats de Nice en juillet 2016. Le premier réflexe d'Estrosi, c'était en fait, on doit suivre le modèle israélien dans la lutte antiterroriste. On a envie de leur dire, en fait, depuis le temps que Israël prône la lutte contre le terrorisme, contre le terrorisme, quand on voit le résultat, ils n'ont pas trop réussi quand même. Déjà, il faut se mettre d'accord sur ce que veut dire terrorisme. Bon, ça, c'est encore un autre chapitre. Mais effectivement, on pourra là aussi en parler tout à l'heure si vous voulez. Mais cette convergence idéologique, en fait, qui amène justement la coopération militaire de défense, etc. Et donc, juste par rapport à... Donc, je parlais de NSO tout à l'heure. Donc NSO, c'est une start-up israélienne spécialisée dans tout ce qui est logiciel d'espionnage et de surveillance, et à qui on doit notamment le fameux logiciel Pegasus. Et je vais vous lire en fait un extrait du livre de Sylvain Sipel, qui est avec Jean Stern, un autre membre du comité de rédaction de d'Orient 21. C'était l'instant auto-promo. Donc je vous recommande vivement le livre de Sylvain, L'État d'Israël contre les Juifs. Et Sylvain a écrit, donc en parlant de Pegasus, pour vous donner une idée, euh, Pegasus est capable d'une surveillance quasi illimitée des téléphones portables, de découvrir leur emplacement, les mettre sur écoute, enregistrer des conversations à leur proximité, photographier tout ce qui se situe dans leur entourage, lire et écrire des messages et des courriels, télécharger des applications et accéder aux applications déjà présentes dans le téléphone, ainsi qu'aux photographies, vidéos, agendas et listes de contacts. Voilà, vous avez un espion complet dans votre téléphone, sachant que vous n'avez même pas. C'est pas un logiciel que quelqu'un a besoin de mettre physiquement dans votre
dans votre téléphone. Ça peut être genre vous cliquez sur un lien ou... Ouais, je crois qu'on n'en a même pas besoin en fait. Il n'y a pas besoin avec Pegasus. On va recevoir un texto, un appel comme ça, et bim, le logiciel est dans votre téléphone et vous n'avez aucun moyen de savoir si vous êtes sous surveillance avec Pegasus. Alors, on peut le savoir maintenant parce qu'il y a des recherches qui ont été faites justement parce qu'il y a eu ce scandale-là de Pegasus. Justement, non, mais juste le scandale Pegasus, parce que c'est quand même intéressant d'y revenir. Pareil, Pegasus a été développé sur le dos de qui? Des Palestiniens. Mais comme par hasard, miraculeusement, on n'en a jamais parlé avant, en fait. Tant que ça ne concernait que les Palestiniens, on s'en foutait. Personne n'en a parlé. Quand est-ce qu'on a commencé à en parler? Quand ça s'est internationalisé, quand on s'est rendu compte que il y a eu Jeff Bezos qui a été visé, Emmanuel Macron, des journalistes français qui bossaient sur le Maroc, etc. Donc il a fallu, c'est comme en fait en ce qui concerne, je parlais tout à l'heure de la surveillance des réseaux sociaux, etc. Pareil en fait, personne n'en a jamais parlé. Le jour où on a commencé à en parler, c'est lorsque le Shin Bet, donc le service secret israélien, s'est mis à faire ça pour des comptes de défenseurs de droits humains israéliens. Donc il faut qu'à chaque fois ça touche des Israéliens ou des Occidentaux, plus généralement je veux dire, et pour que en fait on en parle. Mais sinon, tant que ça ne concerne que les Palestiniens, tout le monde s'en fout en fait. Sauf que justement, ce qu'il faut en fait finir par comprendre, c'est que ça touche d'abord les Palestiniens et ensuite ça va toucher tout le monde. Donc autant se mobiliser quand ça touche les Palestiniens. Et puis en plus, il y avait eu le scandale Pegasus parce qu'en France, il y avait eu des journalistes qui avaient été. Dont le téléphone avait été. Dont un journaliste d'Orient 21. Dont un journaliste d'Orient 21. Et il y avait aussi eu des personnes de Mediapart. Et de l'Humanité aussi, Rosa Moussaoui. Et le gouvernement. Enfin, je pense que quand. Et pourtant, on n'a pas tant entendu parler que ça, mais. En fait, on a entendu parler, mais pas la hauteur du scandale que c'était. Et c'est un journaliste qui a été assassiné par MBS. Tout à fait, c'est Jamal Khashoggi, donc, qui a été sonné en 2018. Donc c'est un journaliste saoudien opposant qui était chroniqueur, qui avait en fait une tribune, une rubrique au Washington Post, et qui est donc, qui a été tué, découpé en morceaux au consulat de l'Arabie Saoudite à Istanbul. Donc, et pareil, en fait, on a piégé, voilà, avec Pegasus, et juste, on va, effectivement, en fait, en France, on en a parlé un peu avec le cas des journalistes, et surtout parce que ça a touché Macron, en fait, et que ça a aussi complètement, comment dire, empoisonné les relations entre la France et le Maroc. Oui, parce que pour le dire, c'est pas Israël, c'est pas l'État d'Israël qui a fait une surveillance. Oui, voilà, c'était le Maroc. C'était NSO, le groupe NSO qui fait Pegasus, qui fait le logiciel Pegasus, qui a eu une commande par le Maroc d'une surveillance de personnes en France. Sachant que, alors certes, donc c'est la NSO qui exporte, mais il y a quand même un truc qu'il faut savoir, c'est que c'est valable pour la NSO, mais pour toute entreprise de défense. Et c'est pour ça aussi qu'on y revient quand on dit il y a eu, c'est pas genre les entreprises privées, c'est indépendant de l'État d'Israël. Toute entreprise de défense ou des technologies en Israël ne peut exporter sans l'aval de l'État. Donc sans l'aval du ministère de la Défense en fait. Donc à partir du moment où il y a des armes, de la technologie, des logiciels israéliens qui sont vendus, le ministère de la Défense israélien doit donner son accord. Donc, voilà. C'est pas le message. Non, c'est NSO, mais c'est aussi Israël derrière. Mais de toute façon, voilà, Israël ne se formalise pas de l'identité de ses clients. Et c'est là aussi, en termes de relations en fait, diplomatiques, où c'est aussi intéressant parce que tout à l'heure, je disais que la coopération en termes de drones entre la France et Israël, elle s'inscrit dans aussi un changement de cap politique français par rapport à sa politique étrangère par rapport à Israël. Là, tout ce qui est, par exemple, vente de logiciels de cybersurveillance, etc., à des pays comme le Maroc, ça s'inscrit aussi dans la diplomatie israélienne. Donc, on a applaudi en fait la normalisation d'Israël avec des pays arabes, donc c'est-à-dire les Émirats arabes unis, certains pays arabes, Émirats arabes unis, Maroc, Bahreïn et Soudan, à une moindre mesure,
D'abord, en fait, je veux dire, il y a pas de quoi se réjouir, parce que c'est vraiment le... Je veux dire, c'est la paix des cimetières, en fait. C'est pas, on n'est pas dans un accord de paix, voilà, entre... Et il faut voir, justement, la nature des régimes avec lesquels, en fait, Israël normalise. Encore une fois, que de grandes démocraties, donc... et c'est justement, en fait, ça dit quelque chose des motivations et ce pourquoi en fait on normalise. Donc une des raisons en fait des normalisations, c'est parce que autant le Maroc, alors le Maroc il y a eu en plus la question du Sahara occidental, donc il y a aussi un volet diplomatique lié aux États-Unis, mais dans le cas par exemple des Émirats Arabes Unis, c'est clairement la technologie, les Émirats Arabes Unis qui est un pays extrêmement autoritaire, mais extrêmement autoritaire. Vraiment, c'est la surveillance portée à une échelle mais de l'État, mais tout est surveillé. En fait, il y a des caméras partout, c'est absolument dystopique. Et, euh, et les Émirats, clairement, c'était ça qui les intéressait, c'est tout ce qui est technologie de surveillance israélienne. Et le Bahreïn, c'est aussi un bon client. Donc c'est dans le en fait, les relations diplomatiques, la construction de ces relations diplomatiques, soit en termes de motivation, soit en termes de conséquences, sont aussi liées à la question de défense et à la question militaire. Voilà. Je vous propose, parce qu'il est 18h20, si vous avez des questions. Et merci Sarah, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Je peux passer le micro. Derrière. Merci. En fait, moi, j'ai deux questions. La première, c'est... du coup, l'Israël exporte, mais elle importe. Et du coup, ça coûte, j'imagine. Donc, ma première question, c'est ça, c'est comment Israël finance l'importation. Et la deuxième question, vous parliez tout à l'heure des travailleurs qui ont lutté pour importer. Quelles actions peuvent être mises en place aujourd'hui et est-ce qu'il existe encore là actuellement des exemples pour lutter contre ça? Alors sur la première question, Israël importe aussi. Oui, ça coûte, mais il faut savoir que une partie de ces importations ne leur coûte rien parce que c'est des dons américains. En fait, il y a eu des dons qui ont été. Alors il y a eu, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était Obama qui avait mis en place donc un système enfin, en fait, de subvention d'Israël. Et je veux dire, là, ce qui se passe, en gros, les États-Unis, là, pendant la guerre de Gaza, ils ont mis en place pour Israël le même système comment dire, de soutien en termes d'armement qu'ils ont mis en place pour l'Ukraine. Donc ils n'achètent pas, en fait, ces armes-là, ça leur est donné. Par contre, oui, ils peuvent acheter, ils ont des accords commerciaux avec l'Inde, avec la Turquie. Et par ailleurs, l'économie israélienne se porte bien. Donc, ils ont de l'argent. C'est quelque chose quand même assez marquant, et notamment justement à tout ce qui est tech en fait. Il y a énormément de... Je sais plus si j'ai les chiffres ici sur le nombre d'entreprises qui étaient installées en Israël. J'ai trouvé le chiffre quelque part. Non, c'est pas là. Bon, tant pis. Oui, voilà, il y a 350 centres de recherche et de développement appartenant à des multinationales qui sont installés en Israël. Donc il y a énormément d'investissements étrangers. Par exemple, si vous prenez les entreprises du CAC 40 français, ça devient vraiment genre, un passage obligé d'investir en Israël, soit en tant qu'actionnaire. Danone, par exemple, est actionnaire dans plusieurs entreprises israéliennes, soit carrément s'installer là-bas. Par exemple, Orange, en fait, Alstom, etc. sont installés là-bas. Donc, c'est économiquement un pays qui se porte bien, même là, alors que justement avec la mobilisation des réservistes, donc l'économie a pris un coup, mais je veux dire, ils ont été déclassés ils étaient à A+, et Moody's les a déclassés à A, quoi. Donc,
Voilà. Mais pour tout ce qui est quand même l'industrie lourde, donc en fait notamment les F-35, etc., c'est énormément d'aide américaine. Donc là-dessus, effectivement, la balance reste positive. Pour la deuxième question, oui, il y a des mobilisations. Vous pouvez aller en fait Stop Arming Israel. Vous pouvez aller, enfin ils ont un Facebook, Twitter, etc. Vous pouvez suivre leurs actions. Donc eux, ils font soit du tract, soit ils font des événements où ils vont en fait devant les entreprises et ils vont interpeller en fait les employés, les ouvriers dans les usines, etc. pour leur demander de justement, enfin déjà pour leur dire en fait ce qu'il en est, parce que encore une fois les gens ne le savent pas forcément, et les pousser à faire grève, à refuser en fait de participer en fait à l'armement d'Israël. Et il y a aussi tout un comment dire, une campagne de plaidoyer auprès des syndicats. Par exemple, il y a le syndicat Sud qui a rejoint pardon l'appel. Et par exemple, le syndicat Sud, enfin voilà, a signé l'appel comme quoi il refuse de participer à l'armement d'Israël. Donc ça porte quand même, ça prend du temps, mais il y a quand même quelques fruits. Une autre question? Merci. Moi, j'avais une question concernant, comme vous avez parlé tout à l'heure, du réseau Internet, etc., qui était totalement géré par Israël, surtout sur la bande de Gaza, etc. Et le Musk avait promis quelque chose aux Palestiniens concernant ça. Est-ce que ça a été respecté ou pas? En fait, ce qu'il avait promis, j'ai oublié le nom du dispositif en fait qu'il avait promis pour en termes de connexion. C'est pas comme une connexion satellitaire en fait ou que vous pouvez. C'est-à-dire que pour mettre en place ça, il fallait déjà comment dire, faire parvenir du matériel à Gaza. En gros, en fait, c'était permettre de se connecter, notamment en terrain de guerre ou en terrain enfin où vous n'avez pas d'infrastructure, de câbles, etc. Mais il fallait quand même qu'on vous livre un minimum de matériel pour que cela puisse être possible. On parle d'une zone où même les aides humanitaires ne rentrent pas, donc vous imaginez bien que ça n'a pas été le cas. Et puis, je sais pas à quel point en fait Elon Musk a vraiment promis ça. Il y a eu des appels en fait à Elon Musk pour le faire. Mais je veux dire, enfin dans les faits, la censure dont je parlais, merci beaucoup, la censure dont je parlais tout à l'heure sur les réseaux sociaux, elle a touché Twitter aussi, hein, sur par exemple les termes de génocide, où il a commencé aussi, enfin à un moment il y a eu une censure sur ça. Donc même justement le côté freedom of speech total de Elon Musk, genre à l'américaine, je laisse tout le monde s'exprimer, des plus à gauche aux plus fachos et peu importe. Même ça n'a pas été respecté en fait. Donc non, et en fait les Gazaouis qui ont accès à Internet, soit parce qu'en fait, quand ils sont du côté de Rafah, ben, ils sont pas loin de la frontière égyptienne, donc ils arrivent à capter, mais sinon, c'est du satellitaire. C'est ce qui a permis, par exemple, au moment où, quand il y a eu le début de l'intervention terrestre de l'armée israélienne, c'était le 27 novembre 17, oui, bref. Et donc au début de l'opération terrestre militaire israélienne, ils avaient tout coupé, ça a été un blackout total en fait sur Gaza, mais vous aviez les seuls qui arrivaient encore à communiquer, à dire ce qui se passait, c'était quelques journalistes, notamment ceux d'Al Jazeera, parce ils avaient une connexion satellitaire. Après, ce qui se passe, c'est qu'il y a du partage, ils en font bénéficier d'autres personnes, etc. Donc il y a eu une certaine solidarité aussi à ce niveau-là. Par rapport justement à l'aspect laboratoire, je sais qu'il y a certaines utilisations que l'État veut commencer à mettre en place, notamment par rapport au JO avec Paris et tout ça. Est-ce que tu aurais peut-être plus de détails par rapport à ça? Parce que moi j'ai juste vu passer quelques articles sur le sujet, mais je sais que notamment sur la reconnaissance faciale, l'utilisation de QR code, enfin tous ces trucs qu'ils veulent mettre en place là pour les JO
pour un temps indéterminé, je pense, après. Mais Non, je crois que c'est Ouais, déterminé. c'est déterminé, oui. Donc, en fait, C'est constamment. effectivement, tout ce qui est vidéosurveillance algorithmique, donc ce qui permet le fichage, justement, reconnaissance faciale, etc., c'était jusque-là, la police ne pouvait utiliser ça que dans certains cas, mais vraiment très très limités. Et là, justement, en fait, ils ont réussi à faire passer une loi En mai. en prenant prétexte des JO pour généraliser l'usage. Et en fait, alors ce qui a été dit médiatiquement, c'est juste pendant les JO. En fait, non, et c'est c'est jusqu'au 31 mars 2025. oui, donc après, c'est pour toujours. Ouais, ouais. C'était ça que Et Voilà. Mais c'est officiellement, du coup, alors que quand ils communiquent là-dessus, ils disent non, mais c'est juste le temps des JO. En fait, non. Légalement, c'est jusqu'au 31 mai 2025. Et je me permets juste de rajouter par rapport à la reconnaissance faciale, ce que on disait en introduction, c'est que normalement ça a été voté en mai qu'on pouvait l'utiliser, et je crois qu'on n'a pas quand même le droit pour la reconnaissance faciale, c'est quand même limité. Oui, c'est vraiment, très limité. C'est des cas très rares, en fait. Et c'est dans les cas très rares pour les JO, mais le logiciel qui est utilisé par le ministère de l'Intérieur et par la police française depuis 8 ans le permet, en fait. Donc, et n'a pas été déclaré. C'est tout l'enjeu de l'enquête de Disclose sur Briefcam. C'est qu'en fait, ces reconnaissances faciales-là sont déjà, enfin, ce logiciel est déjà utilisé depuis 8 ans, et il est utilisé dans les territoires. Et notamment dans les cas de, si je ne me plante pas, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais sur les surveillances qu'il peut avoir dans les quartiers populaires, etc. Donc voilà, c'est interdit mais autorisé, et on ne peut pas l'utiliser, mais on le fait depuis 8 ans, quoi. Sachant qu'en fait, il y a le côté reconnaissance faciale, et puis il y a tout ce qui est en fait fichage, et puis permettre de suivre en fait avec justement c'est-à-dire que vous pouvez suivre quelqu'un enfin par rapport à ses habits, genre une personne qui porte un pull rouge, vous pouvez la tracer et faire du traçage dans son périple en fait de caméra en caméra via ça. Vous pouvez le faire pour des plaques d'immatriculation. Donc c'est en fait il y a plusieurs manières de pouvoir tracer des gens en fait via ce logiciel. Ça fait un peu comme dans les experts, quoi. Ouais, sauf que c'est la vraie vie. Voilà. Caméra 1, caméra 2. C'est tout pareil. D'autres questions? Moi, j'en posais une, justement. Moi, je pensais pas aux experts, mais je pensais plutôt à Black Mirror, qui dépeint justement les usages. Pour ceux qui ne connaissent pas cette série, dont les premières saisons sont extrêmement frappantes, qui dépeint les usages justement des outils numériques, et à quel point le problème n'est pas tant les outils, mais justement ce qu'on en fait. Quand tu parlais des drones insectes tout à l'heure, j'ai pensé directement à ça. Je trouve ça hallucinant qu'aujourd'hui on soit ça y est, on est dans ces pensées-là. Et je réfléchissais à ça, et je me disais, mais la Shoah, c'était un peu le pic de l'usine. C'est-à-dire, on a inventé l'usine au 19e siècle, et on l'a poussée à son maximum éthique au moment de la Shoah, c'est-à-dire on fait des usines à tuer des gens. Et là, est-ce qu'on n'est pas dans un moment où on a inventé des technologies pour accélérer la communication, pour accélérer l'information? Tu n'en as pas parlé parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, mais il y a eu quand même des scandales sur Israël et ces entreprises spécialistes dans l'influence et la désinformation pour déstabiliser des pays. Je ne me souviens plus des pays, mais c'est sorti il y a quelques mois quand même là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne se retrouve pas avec justement un espèce de pic de l'usage d'un ensemble de technologies pour déshumaniser, pour massacrer encore, pour se débarrasser d'une population qui est gênante? C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'intelligence artificielle dans la déshumanisation, c'est-à-dire que vraiment on a poussé la logique de victime collatérale jusqu'au paroxysme en fait. Et ça ne choque pas, je veux dire, je rappelle quand même ce qu'a dit François Hollande le 7 février dernier en disant non, on ne peut pas avoir le même hommage pour les Palestiniens tués à Gaza que pour les Franco-Israéliens qui ont été tués le 7 octobre. Pourquoi? Parce que pour les seconds, c'est des victimes du terrorisme, alors que les premiers, c'est des victimes de la guerre. Et donc c'est juste
des dommages collatéraux, en fait. Donc c'est pas pareil. Et tu parlais de Black Mirror. Il y a une autre série, c'est Fauda, qui est une série israélienne. Et en fait, enfin, là aussi, c'est du soft power. En fait, les techniques, justement, les technologies développées par la défense israélienne, on les retrouve dans Fauda. Donc c'est ça aussi, ils font leur com en fait avec leurs séries, etc. Et puis effectivement, il y a encore une fois, ça commence en Palestine, enfin c'est fabriqué, pensé en Palestine. Alors l'idée de dire le problème, voilà, c'est pas les outils, c'est ce qu'on en fait. Le problème, c'est que là, en l'occurrence, c'est pas des outils qui ont été pensés dans un autre cadre ou dans un cadre purement technologique et qu'on va utiliser pour de la défense. C'est plutôt l'inverse, limite, en fait. C'est des technologies qui ont été pensées par des personnes qui sortent en fait, des départements d'ingénierie, par exemple, Université hébraïque de Jérusalem, comme pour le cas, par exemple, des ingénieurs qui ont créé Briefcam. Donc, quand BDS, donc la campagne de boycott des investissements, sanctions, dit voilà, on boycotte les universités israéliennes, non seulement parce qu'elles empêchent la recherche, le développement en Palestine, mais parce que aussi ils s'en servent à des buts militaires, mais parce que aussi ça contribue au soft power israélien. C'est pas de l'exagération, c'est vraiment ils s'en servent euh, à des objectifs militaires. Donc ce sont des personnes qui sortent des universités israéliennes, qui vont passer par des unités militaires type 8-200, qui vont ensuite créer des startups pour créer ce genre de technologie. Et ensuite, ce genre de technologie, en fait, vont avoir des usages civils. En fait. Tout à l'heure, on parlait de Scorpion, donc le super écran GPS qui va alléger les soldats et que vous allez, enfin, vous avez toutes les informations, etc. Parmi les entreprises qui sont intéressées par Scorpion, il y a Renault et Peugeot. Parce que c'est super pour les voitures, en fait. Donc, en termes de pilotage automatique, en toutes les informations, etc. Donc, enfin, c'est vraiment la logique inverse, là, qui est mise en place. En termes oui, de lobbying, etc. On pourra parler d'Elnet, donc qui est quand même le réseau européen qui est très présent en France et qui vise aussi, donc qui va payer des voyages, des tournées à des députés, à des ministres français, notamment Aurore Berger, en Israël pour leur Sylvain Maillard. Pardon? Sylvain Maillard. Sylvain Maillard aussi, à qui on doit la fameuse pas circulaire, mais sur la redéfinition de l'antisémitisme, qui en fait donc un synonyme de l'antisionisme au Parlement. Donc, Emnet Sarassa, et par rapport à ce que tu disais pour le rôle des Israéliens dans la déstabilisation de régime, etc., il y a aussi une forte présence israélienne, par exemple, sur le continent africain. Et là-dessus, c'est assez intéressant parce qu'il y a une coopération avec la France, mais il y a aussi une concurrence avec la France sur le terrain africain. Et par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi, par exemple, lors de la délibération de la Cour internationale de justice, donc les juges doivent voter sur les différentes décisions. Il y a eu une juge qui a voté non systématiquement à toutes les décisions. Je veux dire, même sur les décisions sur lesquelles le juge israélien a voté oui, elle a voté non, c'est la juge ougandaise. Ben, allez voir ce que Israël fait en Ouganda et vous comprendrez pourquoi cette juge, qui est devenue d'ailleurs la présidente de la CIJ, par ailleurs, allez voir ce que Israël fait là-bas. Israël qui est par ailleurs historiquement quand même été le grand allié du régime d'apartheid en Afrique du Sud et qui est aussi qui a été aussi l'allié de de toutes les dictatures militaires en Amérique latine. Est-ce que vous avez encore une question? Tu disais dans une émission peu de temps après le 7 octobre sur Parole d'honneur, tu disais que c'était moralement, émotionnellement lourd de suivre un sujet comme ça. Aujourd'hui, ça fait 3 mois de plus. Ça se passe comment pour les gens comme vous qui suivez ça de très très près? Et puis comment ça vous traverse par rapport à tout ce qui peut se passer Alors, il y a eu, on va dire, plusieurs phases.
il y a eu la phase, enfin déjà juste après le 7 octobre, où c'était extrêmement dur. Parce que se sentait, enfin quand je dis on, notamment en 21, on se sentait extrêmement seul en fait là-dedans. Non seulement parce qu'on déjà on savait ce qu'allait être la réaction israélienne et on le voyait en fait de jour en jour et on savait à quel point ça va être, enfin voilà, sans limite en termes de bombardements, massacres, etc. Heu et aussi tout le discours, je veux dire, autour de l'attaque même du 7 octobre. Je veux dire, les comparaisons qui ont été faites avec le 11 septembre, et je parle en France, hein, je parle, enfin, comparaison avec le 11 septembre, comparaison avec le Bataclan, le fait d'en faire une attaque terroriste, comme si le Hamas, c'était, la même chose que Daesh ou que Al-Qaïda, de vraiment, en fait, en parler comme si, tout allait bien dans cette région jusqu'au 7 octobre et de ne pas du tout ancrer, je veux dire, oui, le Hamas a commis des crimes de guerre le 7 octobre. N'empêche qu'il faut ancrer ce qui s'est passé le 7 octobre dans l'histoire du conflit israélo-palestinien, dans l'histoire de l'occupation et dans tout ce qui, voilà, dans la politique israélienne et ce que subissent ces Palestiniens au quotidien. Je veux dire, si on vit dans des conditions... enfin, c'était... je crois que c'est Amira Haas, dont il y a le livre en bas sur Gaza, quelques jours après le 7 octobre, qui avait fait, qui avait écrit un édito, et Amira Haas, comme Gideon Levy, fait partie de ces rares journalistes israéliens qui ont le courage de dire des choses. Il faut en avoir, surtout avec ce que devient la société israélienne, qui a dit, mais vous vous attendiez à quoi en fait? Et c'est vraiment, ça rappelle, c'est Sartre qui disait ça dans la préface dans Orphée Noire. C'est la préface au poème, l'anthologie poésie noire et africaine de Sangor qui disait, mais en substance, mais c'est-à-dire que vous réprimez des gens pendant des années, voire des siècles, et puis le jour où ils vont lever la tête et vous regarder, vous vous attendez à quoi en fait? À un regard plein d'amour, mais évidemment qu'ils vont réagir comme ça en fait. Donc, donc voilà, pour revenir à la question, donc c'était assez révoltant de voir en fait que ne pas du tout ancrer ce qui s'est passé le 7 octobre dans le contexte politique colonial de ce que c'est Israël-Palestine, de voir aussi vraiment l'ambiance de macartisme total en fait par rapport justement à ce qui s'est passé. On n'avait pas le droit. Je rappelle quand même que quelques jours après, on a eu une circulaire quand même de Dupond-Moretti sur l'apologie au terrorisme. Et ça, on pourra en parler aussi. Hein, c'est parce qu'on parle de terrorisme, etc. Euh, toutes ces lois-là, ou ce genre de circulaire, ça rappelle beaucoup ce qui se passe aussi en Israël. Israël qui a aussi promulgué des lois de cybersurveillance, des lois d'exception, qui visent notamment les Palestiniens d'Israël, où en fait le moindre contenu, justement pour apologie au terrorisme, il faut voir leur définition à eux de ce que c'est l'apologie au terrorisme, peut vous valoir jusqu'à une déchéance de la nationalité. Hein, ça rappelle les souvenirs, la déchéance de nationalité. Donc on voit bien la continuité en fait entre là-bas et ici. Et du coup, oui, ça a été extrêmement difficile. Et puis de voir aussi que des collègues qui même, enfin des collègues, des confrères plutôt, et des consoeurs qui avaient jusque-là un traitement assez respectable, j'ai envie de dire, de l'actualité là-bas, ils se sont mis vraiment à reprendre sans le moindre recul le discours israélien et surtout le discours de l'armée. C'est-à-dire on a repris toute la propagande, tous comment dire, les bilans, etc., sans le moindre recul. Et personne ne s'est jamais ne s'est dit à un moment, mais attendez, on n'a pas accès là-bas. Quand on va aller là-bas, quand on veut aller dans les kibboutz, etc., qui ont été attaqués, bah, c'est en fait la tournée est extrêmement encadrée par l'armée israélienne qui vous dit là vous pouvez descendre, là vous continuez, etc. Et que en fait tous les chiffres, toutes les images, tout ce qu'on avait passé par le filtre de l'armée israélienne. Et depuis, on sait qu'il y a eu plein de mensonges, qu'il y a eu, il y a pas eu
de femmes éventrées, ni de bébés égorgés, ni de survivantes d'Auschwitz qui a été tuée là-bas, que tout ça a été faux en fait. Donc c'était extrêmement révoltant et aussi de présenter en fait tout ce qui se passait là-bas comme une guerre entre Israël et le Hamas. Vous avez des civils qui sont bombardés jour et nuit et on vous présente ça comme une guerre entre le Israël et le Hamas avec la modélisation des chiffres de toujours selon le Hamas, etc. Et comme à chaque fois, ce que je disais tout à l'heure, quand ce sont les Palestiniens qui le disent, on ne l'entend pas. Le fait, par exemple, toutes les fake news qui ont été colportées par l'armée israélienne, il y a eu vraiment, dès les premiers jours qui ont suivi le 7 octobre, des Palestiniens d'Israël, parce qu'ils parlent hébreu, qui avaient fait des recherches, des enquêtes en se servant des vidéos qui ont été filmées par les Israéliens eux-mêmes sur leur portable, etc. et qui ont démontré, en fait, ils n'ont pas remis en question le fait qu'il y ait eu des morts civiles, voilà, et des crimes de guerre, mais qui ont dit ça c'est faux, etc., qui ont vraiment démonté, en fait, la part de propagande qu'il y avait dans le bilan. Et il a fallu, en fait, encore une fois, que 3 mois plus tard, Haaretz, journal israélien, le dise pour que ça devienne audible ici. Et ça, c'est extrêmement révoltant de voir toujours que la voix des Palestiniens, c'était la même chose, je veux dire, pour la Nakba en 48. Pendant 40 ans, les Palestiniens ont dit, il y a eu un nettoyage ethnique. Il a fallu que, fin des années 80, les nouveaux historiens israéliens viennent, fassent le travail pour dire oui, il y a eu un nettoyage ethnique en 48 pour que ça soit reconnu. À chaque fois, en fait, il faut que ce soit validé par la parole israélienne. Et donc oui, ça a été très difficile les premières semaines, les premiers mois, parce qu'on se sentait seul, parce que aussi on a eu beaucoup d'insultes, beaucoup de menaces aussi, que tout ça a été assez difficile à vivre. Mais il y a 2 choses en fait. Je parle encore une fois en tant que journaliste à Orient 21. Orient 21 est un média indépendant. Donc nous, par exemple, pour le financement, c'est en place par les campagnes de dons. On fait 2 campagnes de dons par an en fait, et c'est notre principale source de financement. Et quand on a lancé notre campagne de dons, donc de fin novembre qui dure 1 mois, on a eu beaucoup de dons, mais surtout, c'était la première fois qu'on recevait autant de messages de soutien et de solidarité. Et ça, franchement, après les 2 mois mais infernaux qu'on venait de vivre, ça a été vraiment du baume au cœur, en fait, parce que déjà, on se sentait moins seul, on se sentait un peu utile. Il y avait notamment une lectrice qui avait laissé ce message en disant vous nous aidez à avoir le sentiment qu'on n'est pas les fous du village. Et on s'est dit, bah, rien que ça vaut le coup, en fait, que ça puisse donner, en fait, voilà, un autre point de vue, un autre récit pour les gens, et aussi, surtout, donner la parole aux Palestiniens, dire ce qui se passe là-bas, etc. Et depuis, on voit qu'il y a un certain, comment dire, que les confrères et les consoeurs, pour certains d'entre eux en tout cas, revoient un peu leur couverture. Avant que ça ne disparaisse dernièrement quasiment des unes et des grands titres. Après, personnellement, j'aurais bien aimé que ces mêmes personnes qui, hier, reprenaient la propagande israélienne et ensuite commençaient à écrire des articles sur voilà, le nombre de morts à Gaza et voilà, la catastrophe humanitaire dans le sud, etc. J'aurais aimé qu'à un moment, je sais pas, qu'il fasse pas mea culpa, je veux dire, on n'est pas là à faire de l'autoflagellation en public, mais j'aurais aimé quand même qu'il y ait un moment de réflexion et d'autocritique par rapport à leur couverture, en fait. Et juste pour se rendre compte de cette espèce d'hystérie idéologique que ça a été, vraiment, les semaines qui ont suivi le 7 octobre. Que ça ne passe pas si facilement, en fait. Parce que ça dit quelque chose, je veux dire, il y a eu la communication et la propagande israélienne, il y a eu Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne, qui était sur toutes les chaînes françaises et qui vous expliquait que si vous remettez en question le récit de l'armée israélienne, c'est que vous êtes antisémite. Mais, je veux dire, il n'y a aucun présentateur. Alors,
Il y a certains, effectivement, comme Mohamed Kassi sur TV5 Monde, qui est passé devant le conseil de discipline de TV5 Monde parce qu'il a osé faire une vraie interview avec Olivier Rafovitch. Mais je veux dire, les journalistes ont quand même une marge de liberté. Mais là, je veux dire, ils ne sont pas menacés, en fait. C'est aussi une sorte de, comment dire, de soumission volontaire, en fait. C'est tellement ancré. Alors, il y a deux choses. Je pense qu'il y a une partie des journalistes qui connaissent très mal, en fait, l'histoire de ce conflit. Et donc, en fait, ils sont très perméables à la propagande bah, c'est les Juifs contre les Arabes. Et du coup, comme le dit Macron, c'est le plus grand massacre antisémite du XXIe siècle. Comme si, en fait, les Israéliens qui ont été tués le 7 octobre ont été tués parce qu'ils étaient Juifs, alors que non. Euh, et, euh, et du coup, il y a ceux qui sont perméables à ça, puis il y a ceux juste qui sont, enfin plus généralement, en fait, perméables à cette idéologie, et parce que aussi il y a une certaine reconnaissance, en fait. Je veux dire, Israël, ça reste quand même un îlot de pays occidental au milieu du Proche-Orient. Et donc, on développe ça. Et c'est pour ça qu'au début, je disais, il y a une continuité quand même entre ici et là-bas. Parce que, en fait, au final, on va plus se sentir ici, comment dire, on va plus se reconnaître dans la figure très humanisée. Par ailleurs, justement, au lendemain du 7 octobre, on a entendu tous les témoignages, euh, des visages, on a vu des visages, des histoires personnelles, etc. Alors que les Palestiniens de Gaza, c'est des chiffres. Au mieux, c'est des chiffres. Ou alors, c'est juste la destruction de bâtiments. Je me souviens, en fait, il y avait des vidéos, en fait, par exemple, enfin, sur même Nouvel Obs, Le Monde, etc. Quand ils vous montrent la destruction, en fait, à Gaza, ils vous montrent juste les bâtiments rasés. On voit pas les personnes tuées, amputées, blessées, les orphelins, etc. Et donc, en fait, il y a une invisibilisation de la souffrance des Palestiniens, mais tout est fait pour qu'on se reconnaisse au maximum avec déjà des Occidentaux, en fait, avec qui déjà on a plus de facilité. Donc, il va y avoir cette construction, en fait, de la reconnaissance, comme il y a eu tout cet effort, en fait, par rapport à l'Ukraine, on va construire ça par rapport à Israël. Sauf que dans le cas de l'Ukraine, bah, ça peut se comprendre parce que je veux dire, objectivement, c'est un pays qui se fait envahir. Dans le cas d'Israël, c'est un peu plus problématique quand même. Donc, donc voilà, tout ça a été effectivement assez difficile à vivre jusqu'à un certain moment, mais bon, on continue à faire notre travail bon an, mal an. Et puis, il y a quand même, avec l'ampleur du massacre à Gaza, un retour quand même aujourd'hui d'une certaine voix, d'une certaine activité. Même les militants, je pense, durant les premières semaines avaient un peu peur de prendre, par exemple, type AFPS, Association France-Palestine Solidarité, qui avait peur de se mobiliser. Maintenant, ils le font plus volontiers, ils vont organiser des rencontres, etc., pour justement aider à juste en fait comprendre tout ça. Moi, personnellement, je reste convaincue que si en France, on n'a pas d'énormes mobilisations par rapport à ce qui se passe à Gaza, si on n'a pas des manifs noirs de monde, parce que en fait, il y a une bonne partie de l'opinion publique qui peut-être n'est pas sensible en fait à ce qui se passe là-bas, mais je reste convaincue, et c'est ma principale motivation dans le travail que je fais, que les gens en fait ne se positionnent pas parce qu'ils ne savent pas. Et que notre travail, nous, en tant que journalistes, c'est de leur expliquer ce qui se passe là-bas, historiquement ce qui s'est passé, et aujourd'hui ce qui se passe. Et je reste convaincue que la majorité des gens restent de bonne foi, donc si on leur explique, ils vont prendre les bonnes décisions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'en avais une. Désolée. Vous avez d'autres questions? Moi, je voulais savoir justement par rapport au fait qu'on se reconnaisse en tant que société française dans l'État d'Israël. On a beaucoup mobilisé après le 7 octobre la question du Bataclan, disant par exemple qu'il y avait le même nombre de victimes, etc., que c'était notre Bataclan. C'était le Bataclan israélien, de la même manière que c'était le 11 septembre israélien, etc. Est-ce qu'on n'adhère pas non plus à ça parce que ça fait pratiquement 20 ans qu'on est dans la lutte contre le terrorisme indifférencié, c'est le terrorisme mondial depuis
les attentats d'Al-Qaïda à New York en septembre 2001. Et est-ce qu'on n'arrive pas justement à ce point où la lutte contre le terrorisme est ce qui façonne nos sociétés occidentales en fait? Non, mais complètement. Déjà en 2001, quand il y a eu les attentats du 11 septembre, Netanyahou, qui était déjà Premier ministre à l'époque, avait dit de Yasser Arafat, qui est donc le président de l'autorité palestinienne à l'époque, c'est notre Ben Laden à nous. Donc déjà à l'époque, il y avait ce parallèle qui était fait. Et effectivement, on a eu les parallèles avec le 11 septembre, avec le Bataclan, au 7 octobre. Et on a eu aussi le discours, le Hamas, c'est Daesh, le Hamas, c'est Al-Qaïda. Alors, on peut penser ce qu'on veut de l'idéologie du Hamas. Personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Mais on peut penser on peut en penser ce qu'on veut. Le Hamas reste un groupe national. C'est un groupe palestinien qui n'a jamais, contrairement à Daesh et contrairement à Al-Qaïda, n'a jamais eu pour objectif déclaré, ni pour aspiration, ni d'instaurer un califat, ne parle pas en termes de nation islamique. C'est le combat du Hamas se situe strictement dans les frontières de la Palestine historique. Et ça ne va jamais au-delà. Donc oui, c'est un groupe islamiste, mais ça reste un groupe ce qui s'appelle le groupe de résistance islamique, en fait. Sachant que je peux passer pour un apologie du terrorisme, pour avoir dire ça, mais c'est le nom de l'organisation. Et donc, effectivement, en fait, ces parallèles-là sont faits pour qu'on ancre dans l'imaginaire cette idée que le Hamas c'est Daesh, et donc discréditer complètement des groupes comme le Hamas, parce que je veux dire que le Hamas soit accusé de terrorisme, tous les groupes de lutte armée nationaux ont été accusés de terrorisme. Le FNL l'a été sur l'Algérie, les Irlandais l'ont été avec l'Iran. Il y avait je me rappelle, c'était 2009, je crois, j'avais assisté à une conférence de Stéphane Hessel, de Retour de Gaza, justement, qui disait, quand j'étais, donc Stéphane Hessel qui a été résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui disait, sous l'occupation, j'étais considéré comme terroriste, et après la libération, je suis devenu résistant. Et donc ça pose justement la question, qui vous qualifie de terroriste? Bah oui, le FLN a été qualifié de terroriste par la France coloniale, en fait, en Algérie. Et donc, il y a une volonté de discréditer, en fait, et il y a aussi une volonté de les dépeindre comme le mal absolu. Dans les parallèles qui sont faits, je veux dire, avec le 11 septembre, c'est s'attaquer à des civils qui n'ont rien à voir avec toute cette histoire, ou le Bataclan, etc. C'est vraiment, voilà, il y a une idée du comble de la barbarie. Et voilà. Et donc, c'est le mal avec un M majuscule. Et donc, on le déshumanise. Et donc, il n'y a aucune discussion possible, il n'y a aucune rationalisation politique possible. Et on ne va pas non plus discuter avec eux. Alors que par ailleurs, Israël discute avec le Hamas. Et ça fait des années, en fait, qu'ils négocient aussi avec le Hamas. Donc, complètement, oui. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, quand on a parlé de Estrosi, la Smart City, etc., et la réaction d'Estrosi au lendemain des attentats de Nice, c'est justement, en fait, Israël s'est imposé comme le partenaire, donc, dans cette vision, c'est-à-dire que depuis le 11 septembre 2001, on a eu une vision du monde qui est partagée entre le bien et le mal, le bien étant le monde occidental et l'Europe judéo-chrétienne. Désolée, mais l'Europe n'a jamais été judéo-chrétienne. Elle est gréco-romaine, elle n'est pas judéo-chrétienne. Mais donc, entre le monde occidental et le monde des barbares, c'est-à-dire les Arabes et les musulmans. Et justement, donc cette vision a été développée, soutenue alors, par des idéologues type Bernard Lévis, etc. Et par justement aussi la politique israélienne, par aujourd'hui l'extrême droite européenne aussi, hein, par ailleurs dans tout ce qui est le grand remplacement, etc. Et du coup, justement, donc dépeindre le Hamas, etc., enfin le Hamas en l'occurrence comme un groupe islamiste qui n'a rien à voir en fait avec une lutte de libération nationale, mais c'est juste du terrorisme. Et donc,
on ne peut pas ancrer ça dans la question. En fait, on invisibilise complètement la question palestinienne et la question de l'occupation, justement. Et juste, oui, parce que par rapport à. Tout à l'heure, quand j'avais dit, je parlais des drones, justement, et je disais que la coopération entre la France et Israël sur les drones, ça s'est fait à la fin de la période Chirac, qui a marqué aussi un tournant dans la politique française étrangère, dans ses rapports à Israël. C'est justement ça, c'est-à-dire qu'il y a eu le 11 septembre, la France a participé à l'invasion de l'Afghanistan. Ensuite, toujours dans le cadre de la guerre contre le terrorisme, il y a eu l'Irak, sauf que là, la France a refusé. Elle l'a payé très cher pour ceux qui sont assez vieux comme nous pour s'en souvenir. Donc il y a eu un boycott des produits français, du French bashing aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Ça a été hyper violent en fait, et du coup ça a vraiment marqué aussi à ce moment-là. Et puis aussi avec donc la question du terrorisme. Enfin bref, il y a eu à ce moment-là en fait un tournant de la politique justement française. Par rapport à Israël, qui s'inscrit en fait justement dans cette idéologie-là. Donc c'était la période fin Chirac, Villepin, et puis arrive Sarkozy, ensuite Hollande et ensuite Macron. Et Sarkozy, par exemple, ça va être le premier. En fait, il a voulu à un moment établir je crois, une coopération. J'avais noté ça quelque part parce que toujours les noms techniques des postes, etc. J'ai toujours du mal à retenir ça. Voilà. Donc non seulement voilà, il crée un poste donc d'attaché sur les questions de sécurité à l'ambassade française à Tel Aviv. Il est le premier à le faire. Ça c'est en 2008. Et quand il y a la visite officielle de Netanyahou en 2008, il y a la signature d'un accord sur la lutte contre la criminalité et la lutte contre le terrorisme. Sauf que en fait, les contours de cet accord étaient tellement flous qu'à l'époque, le Parlement avait refusé de ratifier cela. Donc oui, effectivement, on est toujours dans cette traduction militaire défensive de quelque chose de profondément idéologique et qui aujourd'hui dessine complètement en fait les rapports en fait du monde entre le nord et le sud, entre voilà la civilisation et le monde barbare terroriste. Sauf que avec ce qui se passe, avec le massacre à Gaza, avec l'ordonnance quand même de la Cour internationale de justice qui parle de risque de génocide et puis la passivité, la complicité, passive des gouvernements occidentaux face au massacre en cours, je crois que ça met quand même à mal ce discours-là parce que je veux dire dans la volonté par exemple de discréditer l'ordonnance de la Cour internationale de justice ou de discréditer une agence comme l'UNRWA, donc qui prend en charge les réfugiés palestiniens, ou le discours de l'ONU, je veux dire, on a vu toutes les attaques contre Guterres, etc., de la part d'Israël. C'est-à-dire qu'on est quand même les mêmes États qui ont mis en place ces institutions-là au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec quand même une idée de plus jamais ça, plus jamais de génocide, plus jamais une telle barbarie, qui ont mis en place le droit international. Eux-mêmes, ils sont en train de se parjurer quelque part et de ne pas en fait mettre en application les lois, les principes qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Et donc ce récit de la civilisation contre le terrorisme, il est quand même mis à mal parce que quand l'Afrique du Sud présente une plainte pour prévention du génocide devant la Cour internationale de justice, elle ne le fait pas au nom d'une idéologie terroriste, mais au nom du droit international. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va peut-être conclure. Ouais. On va conclure parce qu'il est 19h et on est dans le temps et dans le menu. Je voulais savoir ce que Orient 21 en pensait, parce que notamment la plainte d'Afrique du Sud, c'est aussi la première fois qu'un État puissant est mis en cause, parce qu'en fait, après la Seconde Guerre mondiale, Dresde, enfin, les choses qui ont été faites les gentils, entre guillemets, à l'issue de ce conflit, n'ont jamais été jugés pour des choses qui relèvent aussi de crimes de guerre, que ce soit les États-Unis avec Hiroshima et Nagasaki, ou
les alliés avec ce qui s'est passé sur la population allemande, enfin toutes ces choses-là. Et justement, pour moi, c'est assez marquant que une fois, il y a un État du Sud, dans le sens du Sud global, voilà, qui porte une plainte et qui met en cause des politiques justement des États qui d'habitude sont toujours du bon côté, puisque censés être du côté démocratique. Et voilà, j'ai demandé justement à Sébastien, on a droit à de plus, et juste savoir quel était le point de vue par rapport à ça, parce que c'est assez nouveau quand même dans les relations justement internationales et Israël et Palestine dans le sens laboratoire, ben, ça montre ça aussi une prise de position du Sud global par rapport au reste. Oui, tout à fait. Alors, je vais faire vite. Par rapport aux crimes de guerre, effectivement, il y a eu Hiroshima et Nagasaki, mais même plus récemment, l'Irak, ce qu'ont fait les États-Unis en Irak ou en Afghanistan, ça relève aussi des crimes de guerre. Le truc, c'est que les crimes de guerre ne sont pas jugés à la Cour internationale de justice, mais à la Cour pénale internationale. Et du coup, c'est pas pareil parce que la Cour pénale internationale, pour que ça s'applique ou pour qu'on puisse, comment dire, traîner en justice en fait un État, il faut qu'il ait signé, ratifié la Convention de Rome, ce qui n'est pas le cas de les États-Unis et Israël. Donc du coup, grosse surprise. Du coup, effectivement, ça n'a jamais pu être parce que voilà, enfin, je veux dire les bombardements en napalm aussi sur Gaza, ça ne date pas de cette guerre-là. Donc voilà. Là, ce qui change en fait, pourquoi ils ont sur le crime de génocide en fait, dans toutes les cases qui doivent être cochées pour parler de crime de génocide, la plus difficile en fait à prouver, c'est l'intentionnalité, le fait qu'on veut vraiment éliminer un peuple pour ce qu'il est. Et en fait là, cette fois, avec toutes les déclarations qu'il y a eu des dirigeants israéliens, ça a été possible. Et donc là, le crime de génocide, contrairement au crime de guerre, comme il y a eu justement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale la convention de prévention des génocides qui a été signée là par les États et dont Israël notamment est signataire. Donc en fait là-dessus, c'est pour ça que c'est au nom en fait de cette convention là que l'Afrique du Sud a pu traîner justement, enfin a pu porter sa plainte devant la CIJ parce que la CIJ c'est vraiment des plaintes entre États, c'est pas des avocats contre voilà une armée ou un groupe ou des individus. Et donc c'est pour ça que pour une fois ça a pu être effectivement euh, porté devant la Cour internationale de justice. Et on parlait tout à l'heure voilà des technologies, aussi des réseaux sociaux, etc. Peut-être que là, c'est un des exemples de se dire, bon, il y a quand même de bons usages de ces réseaux sociaux-là, c'est que finalement, toutes ces vidéos qui n'ont pas été de soldats israéliens, etc., qui n'ont pas été censurées par Facebook, Meta, Instagram, etc., bah, ça a servi pour preuve. Donc, dans le plaidoyer présenté par l'Afrique du Sud, ils se sont beaucoup, notamment, appuyés là-dessus. Donc, c'est pour ça enfin, qu'il disait qu'on assistait à un génocide en direct, parce que tout est filmé, en fait, en vidéo. Et de même que on a pu quand même, et on peut encore aujourd'hui suivre des gens à Gaza, en fait, qui continuent quand même à documenter leur, euh, leur quotidien. Donc effectivement, c'est exceptionnel et c'est quand même très symbolique que ce soit l'Afrique du Sud qui porte cette plainte-là, parce que l'Afrique du Sud a connu, elle est porteuse d'une double histoire en fait qui incarne justement tout ce que Israël fait en Palestine, c'est la colonisation et l'apartheid. Donc c'est extrêmement symbolique que ce soit l'Afrique du Sud, dont le régime d'apartheid était extrêmement proche d'Israël, que ce soit ce pays-là qui porte aujourd'hui cette plainte devant la Cour internationale de justice. Merci.